Ben, je fais partie d'un petit groupe de gens qui a en fait racheté le temps et Heidi, voilà, vous avez peut-être suivi ça. On a réussi à convaincre des fondations au fond de nous financer et de financer l'achat du temps. Et je suis d'autant plus heureux que je suis personnellement très convaincu que les médias jouent un rôle central dans la construction du nous. Je suis aux États-Unis et c'est la chose qui est la plus frappante. Je le savais déjà, mais c'est très frappant. Les gens ici ne consomment plus d'informations qui n'est pas une information qui leur, au fond, leur ramène ce qu'ils ont envie d'entendre. On n'écoute plus aujourd'hui des médias généralistes. On va choisir comment est-ce qu'on vit l'élection présidentielle, par exemple. Et son choix est extrêmement clair. Si vous le faites sur Fox, par exemple, dont vous entendez souvent parler, bah, c'est un discours très clair qui est extrêmement favorable à un camp. Vous allez sur CNN aujourd'hui, très paradoxal. D'ailleurs, CNN ici est perçu comme, comme un canal, par exemple, de gauche. Et c'est vraiment, tout est comme ça. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a une société qui n'est plus d'accord sur, au fond, je dirais même les faits de base, et qui, dans ce cas-là, perd vraiment sa grammaire commune. Et à mon avis, j'ai toujours pensé que les médias, quelles que soient les opinions qu'on a, on devrait avoir des médias de référence pour pouvoir ensuite pouvoir en discuter entre nous, y compris pour partager nos opinions différentes. Et là, on a une ambition en Suisse, c'est encore possible, je crois, vraiment. Il ne faut juste pas attendre trop longtemps. Les médias ont suivi un business model qui est un modèle dramatique, hein, depuis quand même 15 ans, c'est couper les coûts, en gros, en espérant que ça marche. Et puis, c'est souvent, la plupart du temps, des médias, et vous l'avez vu, si vous lisez Le Temps, par exemple, c'est un journal qui est devenu de plus en plus pauvre en termes de propositions, même s'ils font un très bon travail. Mais la réalité, c'est qu'ils ont beaucoup moins de journalistes aujourd'hui et on voit bien qu'ils n'ont plus une capacité de faire ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, donc je me lance là-dedans. Je vais en fait non pas être dans l'exécutif, j'ai plus envie de ça, mais j'étais dans le groupe de travail qui a construit ça, qui a proposé un projet, qui a racheté le temps. C'est plus compliqué que prévu à faire. Et puis maintenant, qui met en place une équipe et qui va ensuite accompagner ce projet pour quelques années, avec un objectif d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à faire du journalisme, je dirais, de référence dans un monde où les gens sont de moins en moins intéressés par ça. À voir. Ouais, Donc, ouais. c'est une des choses que je fais. Voilà. Bon, je pense que c'est important qu'on ait des médias qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble, et puis ouais, plutôt que de tronquer l'information. Déjà qu'on est assez tronqué par les algorithmes, on en parlera tout à l'heure. Exact. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Yves. Alors, je crois, sauf erreur, vous avez été beaucoup, vous êtes là à avoir participé aux ateliers, à avoir suivi d'une manière ou d'une autre la conférence, enfin non, il n'y avait qu'une manière de la suivre finalement, la conférence du 6 novembre ou le replay. Et donc, on va passer rapidement au... Ouais, c'est cool, Paola, je suis aussi contente que toi. C'est un beau projet pour Yves. Ouais. Regardez le chat. Hein. Alors vraiment, moi, je vous encourage. Merci d'ailleurs, Paola, d'avoir partagé. Ça me fait penser que il faut que je vous encourage à mettre des commentaires dans le chat parce que comme ça, on pourra prendre vos remarques et puis en compte. Et puis, on vous posera quelques questions par sondage tout à l'heure. Euh, voilà, pour rendre en fait ce moment ensemble le plus interactif possible. Et puis bien sûr que plus vous contribuez, plus ça sera riche. Donc c'est toujours le même principe. Donc d'avance, merci pour votre participation et vos enrichissements. Alors, cette journée du 6 novembre, donc si vous vous rappelez, on avait Fabrice Leclerc qui nous a bien connectés au vivant, en fait, à la notion de, on va dire, pour simplifier et pour faire court, de régénération de la planète, du cycle en fait de vie, et que, en gros, ce qu'il disait, si j'ai bien compris, et pour pas trop vulgariser, que on a accès à tout dans la nature, et puis que nous humains, on s'est un peu comportés comme des voleurs en pillant en fait la nature. Voilà. Donc ce qui lui il recommandait en fait de revenir en fait au principe du vivant, à prendre du recul, à se mettre au coin du feu. Et puis moi je parle du vide créateur, mais lui il disait si tu prends du recul, que tu reviens à tes bases, et ben du coup c'est plus facile de prendre des décisions. D'ailleurs, en réécoutant, j'ai rigolé quand il disait il y a aucune bonne idée qui est née dans un bureau. Donc, parce qu'il disait qu'il y a vraiment une pression et un stress et de l'anxiété quand on est dans un bureau. Donc voilà,
pour faire court, sur les messages d'un ange, qui était la conférence de Fabrice. Et puis après, Nathalie, elle nous a amené en fait sur l'entreprise du futur, sur le leader du futur. Elle a reparlé elle aussi, hein, du vivant, du rythme, de trouver le juste rythme. Elle parlait de cette notion de temps, en fait, qui est, oui, qui est cyclique, mais qui est aussi non matériel, non mesurable, extensible. Voilà, notion passionnante et aussi très fortement liée à nos émotions dans son extensibilité. Nathalie, elle a aussi parlé d'un modèle de gouvernance, et puis je reviendrai dessus tout à l'heure, d'un modèle de gouvernance exponentielle par rapport à linéaire. Je vous dirai 2 mots dessus après, quand on parlera des modèles de gouvernance, pour vous comparer en fait avec l'entreprise libérée ou humanagile, comme il dit Michel Perrin. Michel Perrin, qui est en formation à l'étranger, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais bien sûr qu'il aurait adoré. Et du coup, Michel Perrin nous a parlé justement de l'humagilité, de ces 1000 jours en fait, de transformation, qui est un changement continu, permanent. Et puis, il nous a donné, il nous a quand même bien parlé de l'humain dans la transformation, en fait, du sens, des valeurs, et de cette notion de processus de changement. Et puis, en fin de matinée, on avait Catherine Charbonnier, Caroline Matteucci et puis Xavier Beyz qui nous ont parlé de l'intelligence artificielle. Et là, on a beaucoup parlé des données quand même, mais aussi de la définition de qu'est-ce que c'était une intelligence artificielle, les différentes intelligences artificielles qui peuvent exister. Et on est vite arrivé, puis aussi dans les ateliers, vous verrez, on est vite arrivé sur cette notion en fait, d'éthique et de responsabilité. Et je crois que c'est aussi fortement ressorti dans les questions-réponses avec les intervenants sur cette notion d'intelligence artificielle où comment dire, on va lui faire faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Donc, à nous, en fait, de l'éduquer pour qu'elle fasse des belles choses et des choses qui sont utiles, qui font du sens et puis qui aillent dans le sens du collectif ou d'un monde meilleur. Voilà, de poser des valeurs, en fait, derrière cette intelligence artificielle. Est-ce que là-dessus, je sais, Yves, que tu as regardé les conférences. Qu'est-ce que tu en as pensé là, maintenant, à froid? Ce qui me frappe surtout, c'est que sans que j'imagine les conférenciers et conférencières se donnent le mot, je trouve qu'il y a des fils rouges. Il n'y a pas un seul fil rouge, il y a des fils rouges très forts qu'on retrouve. Et puis, ce qui, moi, m'a frappé, c'est pas une surprise parce que c'est vraiment quelque chose qu'on redécouvre. C'est vraiment une des 2 leçons, je pense, qu'on vit actuellement de Covid. Il y a plein d'observations. Je pense que Covid, c'est une période, il faut en parler. Hein. On est dans cette période particulière. On est aujourd'hui non pas en présentiel. Est-ce que je peux faire un petit moment de déclaration? Ça me manque, moi, de ne pas être avec des gens, même en collectif, surtout dans les moments comme ça, parce que je trouve que l'énergie est quand même très, très différente. Mais ce qui, moi, me frappe dans les réflexions par rapport, entre autres, à Covid, puis on le voyait bien, c'est qu'il y avait 2 choses que j'ai retenues. Une, c'est le lien à la nature, c'est clair. Ça veut dire que si on avait besoin de ça, il me semble qu'il y a vraiment un des éléments qu'on redécouvre, c'est que l'être humain fait partie de la nature. Il a parfois une tendance à penser qu'il domine la nature, qu'il se situe au-delà de la nature ou au-dessus de la nature. Et moi, je suis très frappé de voir comme Covid-19 a remis, au fond, la nature là où elle doit être. C'est-à-dire, je vous avais remarqué que la nature, elle a profité, elle a vraiment, c'est en quelques mois, elle a changé, elle a pris les espaces qui étaient laissés au fait par l'être humain avec beaucoup de facilité. Et puis en même temps, il y a un rapport à la nature qui est beaucoup plus puissant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fort où on se rend compte de nouveau qu'un virus peut au fond bloquer toutes nos perspectives et toute notre façon de voir le monde et le futur. Et je trouve ça très intéressant. Donc là, il y a un élément et je trouve que les 3 conférenciers et je dirais même la table ronde, quelque part, touchent cette question-là. Puis il y a une deuxième réflexion qui m'a moi beaucoup interpellé, qui est la question de avant. Revenir à avant, ou le formuler différemment, ce que les gens diraient après Covid. Et je pense qu'il n'y aura pas d'après Covid.
Je pense que Mhm. l'idée même de se projeter sur un monde où on va revenir à exactement le statu quo, c'est quelque chose qui me paraît être une chimère, en fait, qu'on a peut-être besoin d'avoir, de réfléchir à ça, et de dire, mon Dieu, on va revenir avant, on va voyager comme avant, on va faire comme avant. J'ai participé à énormément de panels qui s'appellent After COVID-19, et j'ai toujours dit non, je pense qu'on va apprendre à vivre avec COVID-19. On a appris à vivre déjà avec d'autres pandémies, hein, si on prend en termes de santé publique. Pensez au sida, par exemple. On vit encore avec le sida et ce n'est pas résolu. Et même s'il y en a un vaccin, ça prendra du temps. Je veux dire, et comme société, on va apprendre à vivre avec pandémie. Puis on voit aussi surtout que les maladies transmises par les animaux aux êtres humains est en nette augmentation et que le changement climatique va plutôt impacter ça. Et au fond, ce qui était intéressant, je pense, c'est Nathalie qui parlait de ça. Elle ne parlait pas par rapport à Covid, elle parlait par rapport au changement et au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui avaient envie parfois de pouvoir de revenir à avant ou comme c'était avant et la difficulté de se projeter dans le futur. Et j'ai trouvé très intéressant d'entendre les différents intervenants, y compris Michel qui réfléchit sur son entreprise. Comment est-ce que collectivement ils ont fait cette projection? C'est ça qui Ouais, m'intéresse le plus. ouais. C'est plus une projection individuelle par rapport au changement, et donc, si on pense à Covid par rapport à Covid, mais d'essayer de faire une projection collective. Et peut-être mon dernier mot, c'est que je pense à une des choses alors dans laquelle on vit actuellement une grande fragilité, c'est qu'on a de la peine à se projeter collectivement, justement. Notre collectif, il se fragmente euh, et qu'on n'a plus automatiquement une même vision du collectif. On l'a même vécu en Suisse. Moi, je vous suis maintenant un peu de distance, mais quand même, j'étais aussi en Suisse pendant une période du Covid, où je pense que quelqu'un comme Alain Berset, par exemple, a été une figure à la fois aimante et en même temps d'autorité intelligente, qui a permis, au fond, pendant la première partie de la crise, de nous permettre de nous projeter collectivement sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il était aussi très humble sur ce qu'on ne savait pas. C'est intéressant d'observer 6 mois plus tard, comme c'est plus compliqué, tout à coup, parce qu'on a une fragmentation de perspectives par rapport à la même question. Donc, je trouvais vraiment que les différentes conférenciers et conférencières, en fait, c'était des éléments qui résonnaient fortement. Voilà. Mm. Après, j'ai beaucoup de Ouais. choses à dire par rapport à AI, mais on va faire On après aussi. aura l'occasion après. Voilà, exactement. Merci. Ouais, 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 oui, oui. Alors, juste pour que tu saches, je ne sais plus si on en a parlé ou pas. Je pense que dans toute la préparation, alors moi, je connaissais chacun, hein, même de la table ronde, moins Xavier, parce que c'est Frédéric, et puis avec Catherine, on avait un petit peu parlé, mais on ne se connaît pas tant que ça. Après, Caroline, et puis tous les autres intervenants, je les connaissais assez bien. Mais en fait, j'ai zappé de les mettre en relation pour qu'ils puissent échanger. Donc, voilà, moi, j'étais un peu sous l'eau. Donc, en fait, ça s'est construit, mais c'était juste dingue, comme c'était tellement fluide. Et puis en lien les uns avec les autres. Alors moi, de l'extérieur, ça m'a fait sens, tu vois, qu'on puisse le poser comme ça. Mais après, enfin, j'ai oublié. Et puis nous, on était vraiment, tu vois, un peu dans notre urgence il faut absolument qu'on trouve une solution pour que ça puisse avoir lieu. Et enfin, on avait notre plan B à activer, mais on avait un peu la tête dans le guidon, tu vois. Voilà. Donc ça s'est fait très bien naturellement. C'est assez cool aussi de faire confiance à la nature, du Mhm. coup. Euh, oui, alors, je vais vous partager mon écran et vous allez voir. Alors, je vais vous me dites hein, si il s'affiche en diaporama. Voilà, c'est bon, vous voyez bien. Vous voyez quoi? En fait, le grand diaporama, c'est bon? Oui. Ok, Ouais, vous n'avez bon. pas le mode présentateur. Ok, parfait. Alors, moi, comment j'ai préparé en fait cette synthèse en se disant, on va repartir en fait des ateliers qu'il y a eu. Donc, on a eu 2 ateliers la semaine enfin 2 types d'ateliers la semaine du 10 novembre. 2 ateliers avec Catherine Charbonnier sur la partie technique, qu'on regardera tout à l'heure, plutôt intelligence artificielle, transformation digitale large. Et puis, 2 ateliers sur l'humain, en fait. J'aime bien ce terme de Michel Perrin de humagilité, si je l'écorche pas. Je trouve ça assez chouette parce que nous, on était vraiment partis sur la dimension humaine plus l'agilité. Puis en fait, je crois que l'un et l'autre vont vraiment bien, très très bien ensemble. En fait, je crois qu'on ne peut pas être agile sans être humain. Il me semble avoir capté ça. Et, et donc, j'ai orienté en fait cet après-midi en fait sur
sur en fait cette synthèse en partant des ateliers. Et pour refaire le lien en fait entre les ateliers, ben, en partant des conférences. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans ces conférences, aussi bien celle de Michel que de Nathalie et puis de Fabrice, on a vraiment parlé en fait de revenir à des choses qui paraissaient comme étant essentielles, naturelles et peut-être évidentes, de bon sens, mais que je ne sais pas, quelque part en route sur notre chemin, on a perdu, et même ça fait quand même pour certains des années, je pense à toi Alain, que ça fait des années en fait que tu travailles là-dedans. Moi, je vis comme ça aussi depuis des années, puis je sais qu'au comité aussi, plusieurs personnes vivent aussi comme ça, mais comment est-ce qu'on entreprise, en fait, dans la gestion de nos entreprises, on a perdu ça, c'est une autre histoire. Et, donc, pour le juste rythme, il y a vraiment cette notion ben voilà, de peut-être de prendre le temps aussi, parce que on parle de changement et du processus de changement, mais ça, on ne peut pas décider du jour au lendemain qu'on change et puis tout le monde s'adapte. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et c'est aussi ce qui est ressorti en fait dans les ateliers, c'est qu'à un moment donné, ben voilà, quand on force, on braque les gens. Le processus de changement est relativement long. Il y a des freins. Et puis, il y a des peurs, il y a des angoisses, chacun les siennes, mais aussi celles du collectif. Et puis après, il y a les jeux de pouvoir. Et ça, c'était intéressant, en fait, dans l'atelier où Alain a participé avec, je crois que c'était dans l'atelier avec Valérie Bowens, qui était animé par Valérie Bowens, où il y a vraiment cette notion de, voilà, il y a en fait les jeux de pouvoir qui sont en lien. Après, il y avait cette notion aussi dans les conférences qui est ressortie, OK, il faut une vision, des valeurs, remettre du bon sens. Et puis, ce que j'ai trouvé chouette, en fait, c'était que Michel Perrin a vraiment dit, mais il faut intégrer le collectif. Les valeurs, elles peuvent se vivre que si elles ont été établies par tout le monde et ensemble. Et c'est comme ça qu'elles peuvent se vivre. Et c'est ainsi, en fait, qu'on peut garantir au niveau du collectif l'intégration, en fait, l'adoption de ces valeurs. Il y avait la notion de gouverner différemment, en fait, que ce soit en fait par une entreprise libérante, comme il l'appelle Michel, ou libérée, ou agile, ou comme chez Loïco, comme partageait Marie dans son atelier, sauf erreur, avec Cécile Pernou. Après, je ne veux pas dire des bêtises, peut-être que c'était avec Valérie, parce que je ne me rappelle plus tout exactement. Mais en fait, c'est la loïcocratie ou bien Coquin est aussi un exemple en fait aussi d'agilité plutôt peut-être opérationnelle, quoique dans leur fonctionnement aussi. Donc voilà, et puis c'est là en fait que Nathalie parlait en fait de changer le modèle de gouvernance, d'une gouvernance qui est linéaire actuellement avec des KPI, des objectifs, voilà, tous ces indicateurs qu'on connaît, vers une entreprise en fait qui est plus comment on disait ça, exponentielle en fait, où le sens prend beaucoup plus de place, où la direction est décentralisée, où on est capable en fait, et puis elle parlait bon, elle a pris les exemples de Elon Musk, mais où on est capable en fait de créer des prototypes de manière très rapide, de pouvoir les tester, de les modifier aussi très rapidement en fait, pour pouvoir être réactif, quoi. Donc là, on est dans de l'agilité dans tous les domaines, en fait, aussi bien humains que technologiques et de production, de réactivité. Et puis, ce qui était intéressant, en fait, aussi, c'est la différence entre agilité et agitation. Ça, c'était pas mal, en fait. Michel a pas mal insisté dessus. Après, on a parlé forcément de développer les qualités humaines, donc toutes les dimensions de l'humain, que ce soit dans ses valeurs, dans la dimension cœur, dans le savoir-faire, savoir-être, savoir-agir. On a aussi parlé de l'importance de la spiritualité, d'être connecté à son intuition. Encore une fois, voilà, de la nature, de demain, de quel est le leader de demain, comment il gère, comment il accompagne en fait. Et puis de cette force du collectif, mais qui ne peut pas non plus évoluer
que sur il a besoin de flexibilité, d'un espace en fait pour pouvoir s'exprimer, pour évoluer, pour composer, mais il a besoin aussi de peu de règles, mais de quelques règles en fait qui sont super strictes pour qu'il puisse avoir quand même un cadre dans lequel il peut jouer, on va dire. On a parlé aussi de cette notion de revenir à son âme d'enfant et d'avoir du plaisir en fait pour, évoluer. Et puis ça nous a amené en fait aux ateliers. Et dans les ateliers, sur les ateliers humains, c'était intéressant de voir en fait, et à Gilles, c'était intéressant de voir que le processus de changement, il ne peut pas se faire au niveau du collectif si chacun ne le fait pas sur soi-même aussi ou n'a pas la volonté en fait de vouloir contribuer à ce changement. Transition digitale est un processus de changement. Ça, voilà, on demande d'adopter des nouveaux outils. Donc, c'est un processus de changement, mais quoique ces processus de changement de transition digitale, ça fait déjà des années qu'on en parle. Et puis, en fait, le changement est complexe en soi. Encore une fois, voilà, c'est pas linéaire, il faut du temps. Des fois, on a envie, comme je disais tout à l'heure, que le changement s'opère rapidement, mais en l'occurrence, le changement, on fait face à des humains qui ont toute leur complexité et toute leur dimension, et puis tout leur parcours et tout ce qui les constitue, en fait. Et donc voilà. Puis est émergé aussi dans les ateliers quelques pistes, quelques outils comme la méditation. Je sais que Cécile, elle a parlé de la méthode calme, en fait, qui permet en fait voilà, de se reconnecter à soi, de prendre de la distance, de manière à pouvoir voilà, retourner au coin du feu pour prendre des décisions avec recul, en fait. Sortir du bureau et puis prendre des décisions créatives aussi, comme disait Nathalie, qui parlait en fait du leader de demain qui serait authentique et créatif. Voilà. Est-ce que Yves, tu as envie de... Non, d'abord, avant que Yves, tu rebondisses, je vais arrêter de partager mon écran et puis je propose à Sylvie en fait d'ouvrir le sondage et puis on va vous poser une question. Vous, en fait, pour vous, quels seraient les facteurs de succès pour améliorer l'agilité de votre entreprise? Alors, vous pouvez choisir plusieurs réponses possibles. Je suis désolée, elles sont longues, hein, mais il fallait qu'on soit assez clair quand même. Et puis, je pense que ça affiche à l'écran, vous devez pouvoir dérouler, faire glisser pour afficher les réponses suivantes. Répondez pas encore à la question 2. Hein. Donc voilà, vous avez un petit moment pour consulter et répondre. Et puis après, on regardera les réponses. Et puis Yves, je suis sûre que tu as plein de choses à dire. On pourra revenir dessus. Qu'est-ce que tu entends par agilité, Valérie, en fait? Parce que j'ai mis un commentaire, on met ce mot à toutes les sauces et ça veut tout dire et rien dire. Donc, moi, j'ai besoin de précision pour pouvoir répondre. C'est agilité, en fait, c'est pour rendre ton entreprise plus flexible, moins d'hiérarchie. Moi, je mets tout dans le terme agilité. Je mets l'entreprise, tu vois, moins verticale, avec plus d'humanité et plus de collaboration. D'accord. Et d'engagement, du coup, et de sens. Après, je Merci. peux encore développer un petit moment, hein, si tu veux. Mais c'est ça, en fait. Parce que chez nous, ça a une autre définition, c'est pour ça. Ouais, ouais. On est plus sur en fait, l'agilité, comment tu dis, pas moins productive, mais plus coopérative. Je sais pas si ça se dit.
Ah, il y a pas plusieurs et ça marche pas le plusieurs réponses possibles? En fait, on peut répondre à plusieurs questions, mais si on ne répond pas à 1, 2, 3, on ne peut pas soumettre nos réponses. Ah, On est ils sont obligé de répondre à activés en toutes même les temps. questions. Bon, ok, c'est moi qui n'ai pas bien paramétré. Autant pour moi. Donc, allez-y seulement, répondez à tout et puis on rebondira après dessus. Ok. On va faire autrement, en fait, on rebondira après dessus. Voilà, c'est autant pour moi. Pourtant, on a bien testé, hein. Merci, Floriane. C'est dur, Paola. Je vois que tu réfléchis. Sarah, vu que tu arrives maintenant, tu peux... il y a le sondage qui est ouvert, je pense que tu le vois, si tu veux répondre aux questions. Ben, je vous propose... Donc, ouais, on va laisser le sondage ouvert. Tout le monde a pu répondre à la première question? Top. Alors, qu'est-ce qu'on voit se dessiner? Intégrer toutes les parties prenantes de l'entreprise dans la réflexion. Ouais, ça c'est le... Ouais. T'en dis quoi, Yves, toi, ce que tu vois? Moi, je ne vois pas le résultat, hein. On le voit quelque part? Alors, ah ouais, il faut qu'on mette fin au vote. Je pense qu'on peut le réactiver après. Voilà. Ouais. Voilà, super, merci. Oh, en plus, ça vient rouge, mais c'est la classe. Parfait, ouais. Bah, d'abord, je serais super intéressé à entendre les autres aussi, parce que vous avez tous vécu ça vous-même. Moi, il me semble qu'il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Le premier, c'était juste la question posée par Paola par rapport à l'agilité. Je suis aussi pas très à l'aise avec la notion d'agilité parce qu'elle a été totalement mal utilisée, à mon avis. Ou mal utilisée. Elle a été utilisée d'une façon extrêmement claire. Moi, quand j'étais le directeur général du CICR, l'agilité telle que je la comprenais, c'est d'abord une agilité opérationnelle, Ouais. en fait. Hein, et puis après, vous pouvez rajouter la dimension encore efficience. Franchement, agilité, c'est aussi, on a des processus plus rapides, donc on a quand même, il y a toute disons, une littérature et une façon de penser l'agilité qui a totalement loupé la partie, je dirais, agilité humaine, sens, valeur. Et donc, l'idée de se réapproprier la notion d'agilité, c'est très intéressant. En même temps, il faut juste qu'on soit tous conscients que la plupart des gens, en tout cas à mon expérience, encore aujourd'hui, lisent l'agilité comme quelque chose de très différent. Hein. Ouais. Juste ça, c'est quelque chose qui me frappe, quoi. Il y a une autre terminologie que vous avez peu utilisée dans les conférences ni dans les discussions, c'est la résilience, qui est aussi une terminologie qui est assez lourde, hein, parfois, qui est un peu compliquée à poser. Par contre, qui, à mon avis, reprend un sens très intéressant et il faut sans doute le redéfinir aussi dans le cadre de Covid, c'est sûr. Hein. Et on voit, par exemple, une des choses qui, moi, me frappe le plus, c'est la question de la redondance. Et on voit très clairement que dans Covid, une des choses qu'on doit apprendre, c'est que quand il n'y a pas redondance, quand il y a l'efficience parfaite, ben, quand ça se casse, on est vraiment dans la merde, si je peux me permettre. Donc, on voit très clairement que, par exemple, tous les outils de logistique qu'on a construits, les systèmes redoutables qui ont été construits globalement, sans redondance, ça devient très problématique. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de la question de la redondance, parce que ce n'est pas du tout ce que les organisations font. Hein. Elles ont tendance aujourd'hui à plutôt aller sur l'efficience dure. Donc, juste, mon premier point serait comment est-ce qu'on réhabite, on se réapproprie, au fond, des notions qui ont été autant utilisées qu'agilité, par exemple, et résilience. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir à ça. Je pense que la façon dont c'est posé, c'est très intéressant. Après, la question que tu poses, ou disons, la réflexion sur, au fond, l'agilité et comment est-ce qu'on va travailler là-dessus, pour moi, ça me paraît totalement évident.
Et dans mon apprentissage personnel, c'est clair qu'il s'agit de prendre toutes les parties prenantes de l'entreprise dans la réflexion. Avec quand même un enjeu, il faut challenger, ou il faut en tout cas se poser des questions sur qu'est-ce qu'on entend par les parties prenantes de l'institution. Et on a toujours, dans toutes les organisations que je connaisse, il y a quand même des dynamiques de pouvoir, toujours, soit formelles, soit informelles, soit explicites, soit implicites. Et un des enjeux qu'on a parfois, c'est le sentiment qu'on a pris toutes les parties prenantes de la réflexion, mais qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on a laissé des gens dans l'organisation ou des parties d'organisation hors de la réflexion. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des grands défis. Je vous donne l'exemple du CICR. Donc, moi, j'ai travaillé pendant longtemps au CICR. Donc, c'est cette organisation humanitaire, c'est 20 000 personnes, travaille dans le monde entier, 2 milliards de budget à peu près, un peu plus maintenant, et avec une culture très forte. Et un des enjeux qu'on avait, et que moi j'ai souvent, il me semble être bien identifié, mais par contre j'ai eu de la peine à le mettre en pratique, c'était justement des tensions très claires entre des gens avec des contrats différents. Donc une mission très claire, une mission humanitaire, un purpose très fort, etc. Mais des tensions fortes entre les gens qui avaient un contrat international, les expatriés, et les gens qui étaient engagés localement. Et au fond, quand on disait nous intégrer les parties prenantes, les gens disaient ouais, il n'y a aucun, oh non, on a fait, il n'y a pas de problème. Et en fait, je me rendais compte ensuite après que ce qu'ils avaient entendu par là, c'était intégrer les métiers. Donc, ils avaient intégré les water sanitation engineers, ils avaient intégré les diplomates, les responsables de la protection, mais ils n'avaient pas pensé à une intégration d'ordre tout à fait différente, qui était l'intégration des gens avec des contrats différents, par exemple. Pour prendre un exemple. Donc, je suis très favorable à ça et je trouve très intéressant. En même temps, j'ai envie de nous dire, poussons le bouchon pour la réflexion un pas plus loin, pour nous-mêmes nous poser des questions. C'est qui les parties prenantes dans notre organisation, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le faire? Et après, le deuxième élément, puis après je m'arrête là, ça reste compliqué pour moi d'intégrer les gens dans une vraie stratégie d'inclusion. C'est une stratégie qui prend du temps, en fait. Et c'est une des choses, je pense, c'est Nathalie qui le fonctionnait par rapport à la réflexion par rapport au temps. Je pense qu'on ne doit pas se penser automatiquement comme dans un temps linéaire aujourd'hui, tout le temps, ni penser notre organisation de façon linéaire, mais de façon exponentielle, ou peut-être en réseau aussi. Mais ça veut dire aussi qu'on accepte que notre gestion du temps et notre ambition de faire avancer les choses et la vitesse avec laquelle on va faire, elle peut vraiment évoluer de façon très différente en fonction des diversités qu'on prend, la diversité qu'on prend et des gens et des voix qu'on prend autour de la table. Voilà. Et je pense qu'un des enjeux, c'est de prendre des voix les plus diverses aujourd'hui possible, de leur laisser de l'espace et donc de créer à partir de là une vraie grammaire commune sur l'agilité de l'institution. Et si elle est commune, elle devient donc très puissante. Ouais, c'est le choix en fait de qui va collaborer, parce que tu ne peux pas intégrer, c'est impossible d'intégrer tout le monde dans le projet. Enfin, Paola, je ne sais pas comment ça se passe. Toi, j'ose dire le nom de l'entreprise ou bien? Ouais, chez Romand d'énergie, en fait, où il y a une volonté d'aplanir, on va dire ça comme ça. Je pense à un moment donné, tu ne peux pas embarquer toute l'entreprise et puis tous les collaborateurs de terrain. Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas participer au projet, je pense. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'on voudrait faire, en fait, que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer et de pouvoir passer, en tout cas moi, dans les projets marketing par rapport aux médias sociaux, on nous disait toujours, puis c'est comme ça qu'on l'a intégré en entreprise. D'ailleurs, Frédéric, je pense toi aussi, c'est tu vas chercher en fait les gens qui sont sur le terrain, qui ont le contact avec la clientèle, quoi. Et tu regardes eux en fait, qui vont être dans l'opérationnel, et tu regardes eux en fait comment ils ont besoin en fait de prendre part au projet de manière transversale. Après, tu remontes d'un cran pour revenir en fait au niveau de tous les départements de l'entreprise et de voir comment ça va jouer, quoi. Donc ouais, la sélection des gens, hein. Après, si tu n'as pas les bonnes personnes, ben... Enfin, nous, personnellement, dans l'idée, on va quand même... l'idée, c'est quand même, à un moment donné, de faire participer tout le monde, tous ceux qui ont envie, en tout cas. Ouais. Donc, même si on commence par quelque part par le comité de direction, parce qu'il faut quand même que ce soit eux qui portent le truc. Oui. Mais dans l'idée, à un moment donné, tous les collaborateurs sont amenés à participer. Donc, l'idée, c'est de les inspirer et d'avoir envie de participer, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, c'est un projet, tu vois, est-ce que c'est un projet qui prend, j'exagère, hein, 2 semaines, ou c'est un projet de 5 ans, tu vois? Parce qu'à un moment donné, si tu veux que tout le monde puisse, à un moment donné, être touché dans ses tripes pour collaborer et puis adopter le sens, en fait, de l'entreprise, puis après être
on va dire, travailler par motivation, collaborer par motivation, t'en as pour des mois. Oui, clairement, c'est un projet qui est prévu sur 5 à 7 ans. Donc, Ouais, ah bah voilà, ouais. et on n'est pas à la Croix-Rouge internationale. Donc, j'imagine qu'à 22 000 personnes, je ne sais pas combien de temps ça prendrait. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Floriane, toi, dans ton expérience aussi, c'est des projets de longue durée. Toi, tu fais aussi du change management, tu es une spécialiste de la résilience. Donc, ouais. Ouais, alors je trouve que la question des parties prenantes est vraiment intéressante parce que c'est toujours la grande question en fait au début de se dire ok, ben voilà ce qu'on veut faire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour les gens. Est-ce que ça fait du sens pour eux? Qu'est-ce que ça évoque? Comment ils ressentent les choses? Et puis, je disais pas plus tard qu'aujourd'hui, parce que là, je suis actuellement pour la Vaudoise Assurance, je fais un programme avec eux aussi sur plusieurs années. Alors, ce n'est pas l'objectif de devenir plus plat ou plus agile, mais c'est un contenu vraiment plus technique. Mais il n'empêche que maintenant, je vais aller rencontrer les responsables, les chefs de département, et puis je posais la question au projet, puis je disais, mais ok, c'est quoi les bénéfices en fait pour eux? C'est quoi qu'ils vont gagner à ça? Puis ils m'ont dit plein de choses qui étaient super, qui étaient extrêmement théoriques. Puis ok, mais c'est quoi pour eux les bénéfices? Puis c'était vraiment intéressant d'avoir cet échange sur le fait qu'on avait essayé, nous, d'identifier les bénéfices pour eux, mais en fin de compte, on a gardé nos chaussures. En fait, on s'est mis à leur place en gardant nos chaussures et on n'a pas réussi pour l'instant. Et c'est bien ça le travail qu'on doit faire encore maintenant, c'est de mettre leurs chaussures et de nous rendre compte vraiment qu'est-ce que ça va leur apporter à eux, puis de trouver les mots qu'il faut, comme disait Paola, à quelque part, pour leur donner envie, puis que ça fasse du sens pour eux, puis qu'ils aient envie de s'investir, puis qu'ils aient envie d'entrer là avec nous et de nous donner du feedback, parce que sans le feedback des gens, on va pas pouvoir avancer. Mais c'est clair que objectivement, c'est compliqué d'aller interviewer chaque personne, donc on doit leur donner envie d'avoir envie de nous donner du feedback, de nous aider, d'amener du concret, du contenu. Moi, je trouve que dans ce contexte-là, les séminaires aident vachement. Là, j'ai organisé un gros séminaire avec 120 cadres et managers la semaine dernière. Et justement, dans leur idée, on a envie qu'ils quittent cette vision d'un manager traditionnel avec une structure très hiérarchique. Chez nous, c'est assez hiérarchique et assez bureaucratique quand même. Et d'aller plus vers une posture de manager coach, donc de temps en temps, où justement on va poser des questions ouvertes, on va être plus à l'écoute, justement pour susciter l'intelligence collective et à terme aussi permettre à la personne de se développer, d'être plus épanouie aussi, et de donner du sens et tout ça. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on avait fait intervenir des externes, justement par rapport à cette posture. Et moi, je leur ai dit aux coachs qui intervenaient, c'est très important de leur expliquer le pourquoi pour eux, quelle que soit l'orientation que prend l'entreprise, en quoi c'est intéressant pour eux personnellement d'évoluer vers ça, parce qu'en fait, le monde évolue vers ça. Et donc, du coup, il y avait une espèce de pourquoi ou d'intérêt qui pouvait devenir personnel, du coup, et qui n'était pas lié parce qu'on a un nouveau directeur, parce que lui, il a une nouvelle on pourrait dire c'est une nouvelle lubie, et puis c'est bien sympa, mais on s'en fout, en fait. Et en fait, c'était de leur faire prendre conscience que pour eux, dans le monde dans lequel on va, c'est des compétences qu'on demande aujourd'hui. Et donc, elles ont montré aussi 2 ou 3 comment est-ce qu'on appelle ça quand on va mettre dans le journal, enfin, pour que les gens puissent postuler, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, quand on met par exemple dans le temps ou dans la tribune de Genève, on va dire voilà, on cherche genre un change manager ou un chef de projet pour telle et telle chose, et ben on voit bien que là-dedans, dans les soft skills, il y a ce genre de choses. Et du coup, pour eux, ça peut être un des moteurs de se dire le monde évolue vers ça. Et en tout cas, nous, ce qu'on leur a dit aussi, c'est que dans le monde qui devient justement, comme disait Yves tout à l'heure, où je crois, je sais plus, j'ai regardé un truc qui disait que le monde était de plus en plus volatile et où ça bouge dans tous les sens, et que le fait d'évoluer vers cette posture est aussi aidant pour le manager d'aujourd'hui, parce que ça le décharge aussi. Et au lieu d'être le Superman et le super-héros, eh ben en fait, il peut juste partager avec ses collaborateurs, et justement, on partage la charge, et on y va tous ensemble, en fait. Et donc là, justement, ça suscite cette espèce d'étincelle qui va faire qu'après, on peut offrir des choses, après des formations ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est un moyen assez facile, je trouve, ces séminaires, d'éveiller l'envie, en fait. Parce que moi, j'ai pas eu le temps d'aller les rencontrer tous, ça fait pas tellement longtemps que je suis là. Et donc, c'est un parti pris que j'ai pris, en fait, de me dire, ok, j'ai pas le temps de faire tout le tour pour l'instant. Et en 1 ou 2 séminaires, d'essayer d'éveiller leur envie, quoi. Merci beaucoup, Paola, pour ton partage d'expérience.
Sylvie, tu vois des choses intéressantes dans le chat. Oui, j'arrête peut-être le partage. Ben, tu veux que je le laisse encore Je ne sais pas, vous êtes embêtés. Bon, tu fais comme tu as envie. Ok, je fais comme j'ai envie. Alors oui, bah, c'est des réflections un petit peu de tout le monde. Je reviens quand même un petit peu tout au début parce que je trouvais ça très intéressant de la remarque de Catherine pour finalement ce rapport à la nature. C'est très juste ce qu'elle fait remarquer qu'instinctivement, on a parlé de la neige et finalement, voilà, se reconnecter à ce qui se passe dans l'instant présent, ce qui nous arrive, et plutôt que de parler du week-end à venir. J'ai trouvé ça assez sympa de la part de Catherine de faire remarquer ça. Et puis, autrement, voilà, si on vient un petit peu sur les dernières phrases, par exemple, la remarque d'Alain que je trouve aussi intéressante, voilà, pour les managers, orientés est moins fatigant que poussé. Ça, c'est clair, voilà, c'est question d'énergie, on va dire. Donc, voilà, je trouvais ça aussi assez pertinent. Donc, pas beaucoup de questions, mais des remarques intéressantes. Cool, merci beaucoup. Yves, toi, tu voudrais rebondir sur quelque chose que tu as vu dans le chat ou on continue? Sur ce que vient de dire Alain, je pense qu'il est très juste. Et puis aussi sur ce que disait Paola, il y a peut-être deux choses auxquelles j'aimerais faire. Je pense qu'on vit une période aussi où le leader ou la leader doit pouvoir montrer sa fragilité, je pense. Et c'est compliqué parce que ce n'est pas un modèle qu'on a quand même développé. On a quand même, qu'on le veuille ou non, dans les entreprises et dans notre société, on a quand même un modèle qui reste très masculin sur comment est-ce qu'on dirige, hein, et qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, comment est-ce que le leader ou la leader se présente par rapport à ça. Et ce n'est pas seulement le leader et la leader, c'est aussi comment l'équipe le reçoit ou la reçoit. Hein. Est-ce que l'équipe est prête à recevoir quelqu'un qui est un peu plus fragile et qui montre sa fragilité? Je pense que c'est important. Et je pense que, de nouveau, je ne veux pas insister trop lourdement sur cette période qu'on vit, mais quand même, on vit quand même une période où les vulnérabilités, on peut changer. Je trouve intéressant de penser qu'on vit une période où, pour la première fois depuis longtemps, il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent vulnérables par rapport au Covid, quel que soit leur statut social. Et ça, c'est aussi intéressant. Après, il y a d'autres façons de le vivre. Et donc, je reviens aussi à Alain Berset, qui était mon héros un peu en termes de leadership, parce que je trouve d'être politicien, c'est encore plus compliqué. Là, en termes d'orientation, de pousser, de trouver, je trouvais justement qu'une des forces qu'il a réussi à faire, contrairement à quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je trouvais que dans sa position par rapport au fond au Covid, sa position guerrière, en fait, de général, à la fois dans le langage et à la fois dans le statut, dans la je sais, je voyais bien justement la difficulté. Je trouvais intéressant de voir quelqu'un qui a su se positionner comme quelqu'un qui était capable de dire je ne sais pas, voilà ce que je sais. Et c'était un nous, voilà ce qu'on sait. Et donc de montrer aussi à la fois une certaine sûreté, mais en même temps une certaine fragilité en acceptant que les vulnérabilités peuvent changer. Donc il y a vraiment des éléments autour de ça que je trouve très intéressants. Ça me pose quand même des questions aujourd'hui, parce qu'une des choses que j'ai trouvé difficile pour les leaders, je trouve que beaucoup de leaders ne savent pas encore comment se positionner. Je pense surtout les gens de ma génération. Moi, j'ai 55 ans et je trouve que, alors je ne sais pas si c'est que des questions de génération, mais disons quelqu'un qui a vécu depuis 25 ans dans les positions de leadership de façon assez précise, assez cadrée, et qui a l'impression qu'on lui demande plus de résultats, est-ce qu'il, surtout si c'est un il, est-ce qu'il va être en position de pouvoir un peu changer sa façon de diriger? Et ça c'est pour moi un des grands enjeux. Comment est-ce qu'on accompagne? Alors, Paul, là, vous le disiez avec les séminaires, il y a vraiment un gros travail à faire d'accompagner ce que j'appellerais les cadres intermédiaires en particulier, qui se trouvent en situation compliquée, qui ne savent pas très bien eux-mêmes comment, au fond, orienter plutôt que pousser, comment coacher plutôt que diriger. Et là, il y a vraiment un gros travail encore à faire. Et je le sens, et ce n'est pas une surprise. Hein. Ouais, je vois, tu vois, on parle d'énergie féminine, enfin féminine et masculine, enfin plutôt vulnérabilité. Je pense que c'est plus féminin que masculin, en tout cas historiquement ou ancestralement. On a Nathalie Baron qui voilà, c'est tout son enjeu, tout son travail de chercher en fait à ramener en fait cette énergie féminine, mais aussi bien chez l'homme que chez la femme, parce qu'en fait, ça fait partie du leader de demain, quoi.
Et puis, après, ouais, je pense que j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que c'est un travail de chacun. Je trouve aussi super intéressant, je te coupe, je t'empêche, Sylvie, de prendre dans le chat, mais je vois passer, en fait, Nathalie, non, Caroline, pardon, qui parle, en fait, de la congruence, en fait, de Alain Berset et puis de Macron qui était trop préparé. Et puis je me demandais, Caroline, juste en 2 secondes, je te vois plus à l'écran, mais voilà, trop bien. Est-ce qu'Alain Berset, il n'était pas congruent en fait quand il était, parce que il admettait en fait qu'il n'avait pas toutes les réponses, et puis c'est là que Yves, si je comprends bien, disait qu'il trouvait bien en fait d'oser dire que je n'ai pas toutes les réponses, puis ma foi, il va falloir faire avec, et puis nous aussi. Et toi, c'est où que tu t'as vu qu'il n'était pas congruent en fait? Il y a des moments spécifiques ou c'est vraiment de manière générale, quoi? Non, ce n'est pas de manière générale. Il y a eu des moments spécifiques. Ça veut dire qu'au contraire, je pense qu'Alain Berset, enfin non, je ne pense pas. Sous les yeux du profiler, Alain Berset est congruent quand il est authentique. Mais il y a des moments précis que je ne dévoilerai pas forcément ici parce que ce n'est pas le lieu. Ouais. Mais il y a des moments précis où il est incongruent, où voilà, il dit une décision en disant « je suis tout à fait d'accord avec » et il a un geste d'inconfort contre la bouche contre en bas. Et ça, c'est assez intéressant parce que forcément, il ne sera pas d'accord avec tout ce qui est pris. Enfin, je ne fais pas de politique. Moi, je fais du profiling. Mais voilà, alors que Macron, où ça devient désagréable, je me demande même s'il n'est pas drogué, parce qu'il est complètement poker face et il n'y a plus rien qui passe. C'est un peu comme Hillary Clinton à l'époque de Trump-Clinton. Et ça devient difficile en fait à le lire, même pour nous. Et tout est appris, et tout est gestualisé, et ça, je ne sais pas pour vous, ce serait d'ailleurs intéressant de savoir le retour des humains en face, mais ça crée comme un inconfort. On n'arrive plus à le rejoindre, il n'est plus authentique. On ne voit plus que le cerveau, en fait. C'est ça le problème. On voit plus que? On ne voit plus que le cerveau. Oui, mais le cerveau peut être moteur. Hein. Non, je sais, mais chez lui, c'est très particulier. Ça veut dire qu'on voit plus d'eau, on voit plus d'émotions. En tout cas, on a de la peine à la saisir. Ou si les émotions qu'on voit, en tout cas moi que je perçois, c'est plutôt, je perçois une colère sourde, en fait, chez lui, qui est toujours assez particulière, en fait. Bon, elle est assez intéressante que vous allez chercher. Pourquoi vous voyez la colère sourde? Allez chercher dans sa gestuelle, parce qu'effectivement, on la voit. Il est toujours en tension, il a toujours les yeux contre, les yeux qui sont tout petits et pas dilatés. Et puis, il y a un habillement très particulier, alors qu'il y a l'habillement des présidents de la République française, toujours, qui est quand même foncé, cravate foncée. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à voir. Je pense tout ça, on lui a dit de surjouer. Je pense qu'il a eu un peu peur quand même. Le pouvoir fait peur quand même au début. Oui, puis bon, le profiling, il faut faire attention, c'est qu'on doit toujours avoir le contexte pour savoir justement que c'est pas lui qui choisit forcément ses habits. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je vous rejoins dans le sens que Berset, au moins, il était authentique, mais qu'on peut tout à fait voir, là, j'encourage, puisque vous dites que vous reprenez le temps, les journalistes de travailler aussi sur ça et d'apprendre que quand quelqu'un est inauthentique, ça se voit, un inconfort, et apprendre à revenir dessus pour aller chercher la réalité de la personne. Et ça m'intéresse plus que dire mensonge-vérité. Mais je trouve votre réflexion très intéressante. Je reviens 2 secondes sur Berset, parce qu'en fait, je pense que le Berset intéressant était au début de la crise. Et le Berset plus en tension, en fait, entre guillemets, est actuel, parce que je pense qu'il y a des désaccords assez profonds aujourd'hui sur comment en fait, gérer cette crise-là. Et donc, le collectif se fracture. Et donc, ça se perçoit tout de suite. La difficulté, tout à coup, d'apparaître plus authentique devient plus compliquée quand le collectif est compliqué. Et ce que je trouve génial, c'est que ce que vous dites, c'est que la plupart des gens avec qui je suis en relation, mais en fait, on me dit avant, après, et l'humain, c'est pas pourquoi, mais si on regarde bien son body language, c'est là qu'on voit pourquoi au départ il était dans un inconfort, et puis là, il commence à mettre des signes d'inconfort, et voilà, sans même écouter. Moi, je fais pas de politique, et je vais pas intervenir sur la Covid et autres, mais juste dans l'humain, on voit qu'il commence à avoir des accords, quoi. Merci beaucoup. Je trouve que c'est génial de faire le parallèle entre finalement, c'est des leaders aussi, hein. Donc, de faire le parallèle avec eux, le fonctionnement du collectif, l'individu qui s'exprime, et puis voilà, la transformation dans les entreprises, quoi. Cool. On va passer, si vous voulez bien, à la partie technique. Et puis là, Yves, bien sûr, tu pourras t'exprimer. Donc, je vais juste repartager mon écran. Partager, autant pour moi. Là, tac. Et passer au deuxième slide. Voilà. C'est tout bon pour vous? Vous voyez bien? Alors, donc on avait... oui, tac, je vais mettre là. On avait en fait la table ronde avec Catherine, Caroline et puis Xavier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même eu cette définition de c'est quoi une intelligence collective, parce que je pense une intelligence artificielle.
parce que, enfin voilà, c'est un monde qui est nouveau pour la plupart des gens, et notamment des participants. Donc, je pense que c'était important qu'on redéfinisse en fait c'est quoi une intelligence artificielle. Et c'est aussi ce qui était redéfini avec Catherine dans les ateliers. Et puis, on a quand même pas mal parlé en fait de la qualité des données. C'est-à-dire que sans données, enfin, toujours en fonction de l'objectif, sans données, on ne peut rien faire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Est-ce que les données sont pertinentes par rapport à ce qu'on a envie d'opérer au sein de notre entreprise? Et à un moment donné, enfin, voilà, qui dit récolte de données, dit à un moment donné d'autres personnes en fait, qui acceptent de les fournir. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on prend? Et comment finalement, à un moment donné, on va permettre ou éduquer en fait à cette intelligence artificielle pour qu'elle puisse fournir quelque chose de pertinent, on va dire de sain ou d'éthique, pour pouvoir être utile pour l'entreprise, mais à un moment donné, pas faire du mal, quoi. Enfin, si je veux rester un peu bateau, quoi, et simple, quoi. Après, dans les ateliers, ce que on a trouvé en fait qui ressortait, puis Catherine, tu pourras aussi intervenir hein, avec plaisir. Donc, à un moment donné, effectivement, comme on disait tout à l'heure, toute transition va nécessiter en fait des qualités humaines pour pouvoir avancer, mais aussi dans la réflexion, de se dire, voilà, une intelligence artificielle, ok, c'est différent pour chaque personne, mais pour chaque entreprise, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec cette intelligence artificielle? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses objectifs? Et donc, à un moment donné, là, on a besoin de qualités humaines pour la réflexion et donc aussi de probablement pouvoir prendre du recul. Dans les ateliers aussi, dans la définition en fait, de ce que peut permettre une intelligence artificielle, il y avait aussi cette notion il y a moins d'erreurs, pour autant qu'elle soit configurée correctement, hein, mais je veux dire, on s'attend en fait à ce qu'elle fasse moins d'erreurs que l'être humain, qu'elle soit plus productive parce qu'elle n'a pas de limite horaire. Et puis, était venu à un moment donné le fait que l'intelligence artificielle n'a pas de frein au changement. Parce que finalement, c'est ce qu'on lui demande, enfin, on lui demande d'être configurée pour un certain modèle, et puis elle l'exécute, quoi. Et on est à un moment donné, Catherine a posé la question, en fait, c'est quoi les facteurs de succès d'un projet IA? Et je pense que comme dans tout projet, hein, et là on a des chefs de projet aujourd'hui autour de la table, c'est l'identification des besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire? La nécessité de se poser les bonnes questions, mais encore une fois, pour se poser les bonnes questions, il faut avoir les bonnes personnes autour de la table, quoi. L'accès à la structure des données et puis encore une fois la qualité, ces données elles sont où? Est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles sont dans X fichiers Excel éparpillés? Est-ce que c'est centralisé? Et donc il y a toute cette notion de préparation. Et puis après, la performance de l'algorithme, c'était surtout, je pense, après tu complètes, hein, Catherine, par rapport à la performance de l'algorithme, moi ce que j'ai retenu, c'est par rapport au coût et aux moyens qu'on a à disposition. C'est-à-dire que plus on va vouloir un algorithme hyper performant, prédictif, etc., plus il va nous coûter cher. Et puis, est-ce que toutes les entreprises ont les moyens d'aller jusqu'à ce stade-là? Est-ce qu'elles ont les données, etc., qui vont leur permettre en fait d'aller jusqu'à cet aboutissement, on va dire. Et puis, pour revenir aux gens, et Frédéric, je pense que tu peux aussi rebondir dessus, c'est d'avoir d'avoir toutes les compétences autour de la table et un maximum de corps de métier pour avoir justement cette interdisciplinarité, je pense, qui est essentielle. Et puis, on parle de l'interne et de l'externe. Donc là, on peut revenir sur l'exemple que Yves donnait tout à l'heure par rapport au CICR, dans la gestion de projet ou dans la naissance de projet. Et puis, c'est une gestion de changement, quoi. Donc voilà, donc comment est-ce que ce changement-là sera réfléchi, posé, mis en place? Voilà, donc Catherine, est-ce que tu as envie de rebondir?
Oui, merci Valérie. Bon, c'est un sujet voilà, qui me passionne et il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, bon, on voit ici sur l'écran des points qui sont très importants. Après, c'est difficile d'être exhaustif, hein, on va dire. Et puis, en tout cas, je souhaite longue vie aux bâtisseurs du futur et je suis sûre qu'on aura voilà, encore beaucoup d'échanges sur le sujet. Moi, ce qui m'a interpellée dans les discussions, autant dans la table ronde qu'au sein des ateliers, c'était qu'on voit vraiment qu'on est dans l'obligation ou dans un moment en fait de notre vie où on met beaucoup plus d'équilibre entre le cerveau gauche analytique et le cerveau droit, les émotions. Donc, moi qui ai travaillé beaucoup dans des projets voilà, technologiques, on était très, très bleu. Et puis, les projets IA, en fait, ils mettent le curseur beaucoup plus au milieu. Et je pense que ça, voilà, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est très important et qui est très positif. Et ça se retrouve voilà, dans les facteurs de succès. Après, et puis évidemment, ça se retrouve après dans tous les points sous-jacents sur éthique et responsabilité, bien sûr, quoi. Ce qu'on voit pas sur cette, ce qui apparaît pas sur diapositive, qui est important à garder en tête, c'est que en fait, il y a beaucoup de réflexions autour de learning with AI, donc apprendre avec l'intelligence artificielle. Et ça rejoint ton point sur l'absence de frein au changement de l'IA, parce qu'en fait, quand on code des systèmes qui sont encore plus standards d'algorithmes, on fait une certaine, on sait d'où on part, on sait où on va, il y a des paramètres, mais voilà, tandis que dans l'IA, en fait, par nature, en tout cas, quand on fait certaines solutions d'IA axées sur du machine learning, on sait qu'au fur et à mesure, le système, il va apprendre, il va évoluer. Et donc, par nature, il y a le changement qui est déjà, en fait, codé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors qu'avec les humains, on sait qu'on s'habitue à une situation. Par exemple, le Covid, on s'habitue à une certaine façon de fonctionner. Et puis, ensuite, on va fonctionner différemment, mais il y aura un temps d'adaptation. Donc ça, que toutes les personnes connaissent mieux l'IA et se mettent en fait dans un mode de fonctionnement différent pour apprendre à évoluer avec les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, c'est quelque chose sur lequel on va avoir il va y avoir beaucoup d'évolutions dans les prochains mois, les prochaines années. Il y en a déjà, mais ça va être vraiment quelque chose qui va être exponentiel. Et on n'a pas encore toutes les clés de justement comment faire pour que les gens apprennent à apprendre avec l'IA. C'est ça qui est aussi intéressant. Et c'est là où il y a la dimension plus cerveau droit, les soft skills et appréhender un monde nouveau. Et ce qui est vraiment aussi, je terminerai là sur ce sujet, on va dire, en disant que au jour d'aujourd'hui, on n'est pas pour tout un chacun dans une IA qui prend les décisions de A à Z, qui va agir à la place des gens. La vraie puissance de l'IA, c'est plutôt d'augmenter l'humain. Et donc, c'est pour ça que c'est important de cette collaboration entre les différentes solutions IA et puis les personnes, quoi. Donc oui, retenez vraiment l'alliance entre le cerveau gauche, cerveau droit. Ouais, j'aime bien ta notion de alors cerveau gauche, cerveau droit, je crois qu'on pourra plus en passer là du coup. J'aime bien quand tu dis que en fait l'IA c'est là pour augmenter l'humain en fait. Et toi Yves, tu as quoi comme vision en fait de l'utilisation de l'IA et de ton avis sur ce que
D'abord, je partage beaucoup de points que Catherine a mentionnés, ça me paraît très juste. J'ai peut-être 2 points que j'aimerais rajouter. Le premier, vous l'avez dit, mais ça me paraît essentiel, c'est l'importance des données en fait. Parce que de penser ce qu'on veut, et vous l'avez mis très haut sur votre slide et dans les discussions de la table ronde aussi, Catherine, c'était très clair. Mais un des enjeux que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des données qui ne sont souvent pas de bonne qualité ou on a des données qui amènent en fait des bias, des biais dans l'intelligence artificielle elle-même. Donc, on a vraiment des enjeux par rapport à la capacité justement d'avoir une intelligence artificielle qui finalement fait le travail tel qu'on veut, mais il faut qu'on fasse attention que ça ne transfère pas en fait des biais. Il y a beaucoup de travail qui a été fait aux États-Unis en particulier sur toutes les questions de surveillance, où on voit que l'intelligence artificielle, finalement, ce qu'elle fait, elle fait simplement que transmettre en fait des biais qui ont été posés par les gens qui ont programmé les données, par exemple. Et là, il y a vraiment des enjeux autour de ça. On le sait, et je pense que dans une entreprise, c'est aussi intéressant de réfléchir à quelles sont les données qui sont au cœur finalement de l'intelligence artificielle qu'on veut faire. Ça me paraît le point intéressant. Et l'autre point sur lequel moi, Catherine, que vous mentionnez, sur lequel je suis entièrement d'accord avec ça, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision qui est, je dirais, maintenant l'intelligence artificielle arrive et tout va être contrôlé par l'intelligence artificielle. Par contre, ça nous pose une vraie question sur quel type d'éducation on va avoir. Et j'aime la formulation que vous avez, qui est d'appréhender un monde qui est en train de changer, où effectivement, on va avoir des fonctions importantes qui vont être contrôlées, entre guillemets, ou en tout cas facilitées par l'intelligence artificielle. Et là, une des réflexions qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, j'ai été à plusieurs fois à l'occasion de réfléchir un tout petit peu avec des gens sur le devenir d'éducation. Et un des éléments qui est vraiment très intéressant, c'est de se dire que dans quelques années, on a une éducation. Prenez une université comme l'EPFL. Dans 10 ans, on me disait qu'on ne va plus produire des ingénieurs ou des architectes tels qu'on connaît, mais l'enseignement principal, qui est aujourd'hui à 90% sur justement la compétence, qu'est-ce que vous devez savoir, comment maîtriser ça, l'enseignement principal dans 10 ans, il est bien possible, il sera plutôt comment est-ce qu'on est un être humain. C'est quoi notre éthique, comment est-ce qu'on travaille avec justement l'intelligence artificielle, comment on travaille ensemble. Ça paraît incroyable de penser que des organisations comme l'EPFL, je prends l'EPFL volontairement comme exemple parce qu'on le connaît, mais aussi comme exemple qui produit justement des gens qui sortent avec beaucoup de compétences assez techniques quand même, il est bien possible que même eux, dans 10 ans, voire avant peut-être, doivent plutôt produire au fond des gens qui se reposent la question, et je fais gaffe au mot produire, mais disons, favoriser, accompagner les gens, surtout sur la question de qu'est-ce que c'est d'être un être humain et comment travailler au fond avec l'intelligence artificielle qui développe des solutions avec nous. Ça, je trouve très intéressant. Donc, il y a une dimension d'accompagnement comme individu, mais aussi comme collectif qui est clé, quoi. Et ça, ce sera peut-être un des éléments pour l'instant qui est, à mon avis, le plus manquant. C'est que je pense que l'intelligence artificielle reste quelque chose de peu compris. Je vois que les gens, par exemple, qui font du recrutement, qui se trouvent confrontés à des machines, d'intelligence artificielle, se sentent frustrés. Donc, il y a tout un côté encore aujourd'hui sur lequel il faudra qu'on travaille avec les gens pour permettre d'avancer. Et puis, mon dernier point, c'est qu'on va devoir réfléchir et je le vois aussi au niveau de nos systèmes politiques, on va devoir réfléchir comment est-ce qu'on gère, au fond, non pas tellement l'intelligence artificielle, mais les données. Qui a la responsabilité de décider quoi sur les données? Vous allez voir que ça va revenir très fort parce que de nouveau Covid-19, je reviens à Covid-19, on va avoir des passeports d'immunité, ça me paraît relativement clair, ça ne va pas y échapper. Et donc, on va être tout à coup, nous, comme êtres humains, non plus définis simplement par rapport à notre nationalité, nom et prénom, mais est-ce que, par exemple, on a eu Covid ou pas, est-ce qu'on a été testé ou pas, ou est-ce qu'on a été vacciné ou pas? Et par exemple, la question de la vaccination, à mon avis, vous allez voir, elle va s'imposer, c'est-à-dire qu'on va nous expliquer que vous ne pouvez plus voyager si vous n'êtes pas vacciné, quels que soient vos droits. Et là, la question qui va se poser, c'est qui contrôle les données? Qui a le droit de faire ça? Comment ça se passe? Combien de temps ces données durent? Est-ce qu'elles restent pendant 3 mois puis elles disparaissent? Donc, il y a toutes ces questions au-delà de l'intelligence artificielle qui est vraiment le contrôle des données. Et je pense qu'on va, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, la question du contrôle des données qui existe déjà aujourd'hui, dont on sent tous qu'on est un peu mal à l'aise, on n'est pas tout à fait sûr par rapport à ça, mais on ne sait pas très bien quoi faire parce qu'on n'a pas le choix. Je pense que ces questions-là, elles vont se reposer et je pense que ça va poser des questions aux entreprises aussi. C'est que les entreprises, elles vont devoir réfléchir. Je pense ici à Paola qui parlait par exemple de Romandie Énergie. Romandie Énergie, par exemple, une organisation comme ça, elle va devoir sans doute se poser la question du contrôle de ces données. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment elle accompagne, y compris ses employés,
par rapport à la gestion de leurs propres données. Je suis sûr que ça va être des questions qui vont être très, très importantes. Tu vois, il y a je pense que Sylvie t'a vu aussi hein, dans le chat, là, il y a Alain et Caroline qui échangent en fait sur la question de poser un label en fait pour l'IA. Ou ouais, je pense que quand on entend, vous parlez de label tous les deux, vous parlez ça veut dire qualité des données ou ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, éthique Moi, j'ai participé, donc comme je crée une intelligence artificielle, j'ai travaillé avec l'IDIAP, donc la fondation de Daniel De Mol, bon, je ne sais plus. Et on a fait des grands groupes de travail aussi avec la fondation Impactia que tu connais, Laura. Oui, ouais. Et en fait, la discussion, elle était que quand on est une start-up et qu'on crée des données, eh ben, forcément, on n'a pas tellement d'aide. Ils veulent toujours nous demander de l'argent. Et je disais que de mon côté, ce que moi, je souhaiterais, c'est justement un label qui nous permette d'être soutenus quand on a besoin de faire des données. Okay. Parce que les données, c'est de tous les côtés. C'est comment on les récolte, comme ça a été dit, et comment on les récolte, dans quel environnement on les récolte, comment on les annote, qui les annote, qu'est-ce qu'on en fait après, ceux qui les ont donnés, qu'ils étaient d'accord ou pas, jusqu'à quand, etc. Donc, un label n'enlèvera jamais tous les biais. C'est pour ça que je rigole avec Alain, que je ne connais pas. Mais enfin, du jour où on enlève tous les biais humains, on sera vraiment fortiche. Mais je crois vraiment que pour que l'intelligence artificielle passe aussi au niveau du recrutement, parce que les recruteurs n'ont pas bien compris forcément tout ce que peut faire une intelligence artificielle, selon moi, mais il faut vraiment qu'elle soit authentique et claire. Ça veut dire que, par exemple, nous, on a un règlement de traitement des données qui dit tout ce qu'on y fait. Tout. C'est-à-dire comment elles ont été récoltées, qui les a annotées, dans quel cas elles ont été, quel biais on s'est rencontré, combien de temps elles sont données, etc. Et je crois que c'est que comme ça qu'on pourra faire comprendre à l'humain ce qui se passe derrière. Voilà l'idée du label. Après, Alain, je ne sais pas, mais... Je m'excuse, oui. Juste 2 minutes, pardon. Oui, tu m'expliqueras, Caroline, je suis recruteur. Depuis 15 ans, tu m'expliqueras. Parce que moi, tu vois, je dis comme ça. Voilà. Non, mais je peux te l'expliquer rapidement. C'est-à-dire que non, mais tant que le recruteur pense qu'on prend son travail et qu'on lui remplace son rôle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on essaye de dire que ça va remplacer, mais ça ne remplace pas. En tout cas, celle que je crée, ce qu'elle va faire, c'est lire les signaux du profiling. Donc, elle va te signifier quand quelqu'un est congruent ou pas congruent. Et ton cerveau va rester au milieu en tant qu'humain pour revenir vers l'humain, voir ce qui se passe. C'est ce que j'avais dit à la table ronde. La plupart des gens, ils veulent gagner du temps. Alors, il ne faut pas confondre les CV, les intelligences artificielles qui trahissent des CV avec des noms pour faciliter le temps, et la qualité de la rencontre humaine, et qu'on peut faire même derrière une visio ou pas, mais où à un moment donné, si je n'arrive pas à tout faire, si une intelligence artificielle m'aide à rencontrer l'autre mieux, donc qui il est réellement, et pas dans son conditionnement, je pense que ça, c'est l'avenir. Mais forcément, je vais le défendre, hein, c'est ma vision, c'est ma vision du truc. Hein, donc, voilà. Tu as compris, ça va mieux? Bien. Non. Bon, vous vous contacterez toutes les deux pour en parler. Hein. Moi, j'ai juste une question de compréhension. Est-ce qu'on considère comme, par exemple, dans le recrutement des outils comme le Wave, est-ce que ça, c'est de l'intelligence artificielle pour vous? Parce que moi, je ne suis pas très au clair là-dessus. C'est un outil, en fait, qui va… Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était assez connu dans le recrutement. Ah, d'accord. Bon, alors, je laisse tomber. Mais alors, je sais que Catherine, elle sait. Catherine, elle connaît certainement le Wave. Parce que chez nous, ils utilisent ça. Et donc, du coup, c'est un outil qu'ils utilisent pour faire les assessments où les personnes doivent répondre. Et je me demandais, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens se trompent, mais c'est que l'intelligence artificielle, derrière, il doit y avoir des réseaux neuronaux hein, quand même. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des calculs qui se font, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, mais Catherine, tu vas reprendre la parole. Donc, je ne sais pas comment elle construirait Wave. Je la laisse à Catherine. Elle va être meilleure. Ben non, parce que je ne connais pas particulièrement ce système non plus. Donc Non, mais Catherine, ce que je veux dire, c'est qu'entre l'intelligence artificielle, qui sont bien des réseaux neuronaux, qu'on donne des entrées avec des calculs et une sortie, et de simplement des algorithmes de calcul qui n'ont pas de réseaux neuronaux, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, on est d'accord? Ah oui, si c'est juste d'aller vérifier qu'il y a certains mots dans les CV, etc., on n'est pas forcément sur de l'IA. Oui. Ce que j'aimerais peut-être rajouter, Valérie, on a encore peu de temps sur l'AI. Oui, c'est en vous écoutant tous, je pense que c'est extrêmement riche. Et dans les discussions que je peux avoir avec différentes personnes, donc je travaille chez Medtronic en plus d'être bâtisseur. Ce que je me rends compte en fait, c'est que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises, on met l'intelligence artificielle ou AI, whatever,
un petit peu à la même sauce qu'il y a 15 ou 20 ans, pour les plus matures d'entre nous, comme les sites Internet. Alors, il y a 15 ans, 20 ans, il fallait absolument un site Internet. On savait pas ce qu'on allait en faire. On n'avait aucune idée de comment les construire. C'était encore très technique, mais il fallait un site Internet. Et maintenant, en fait, un site Internet, on ne se pose plus la question de est-ce qu'il en faut un, mais quelle est sa fonction? Puis on a plein de sites Internet différents, des sites de e-commerce, des sites de présentation, des sites extrêmement sophistiqués. Et je pense qu'on en est un petit peu à la même chose avec l'intelligence artificielle. Alors avec des choses, c'est plus large parce que c'est destiné à automatiser ou prendre des décisions, mais je pense que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui est extrêmement technique. Pour pouvoir vraiment comprendre, il faut quand même un bagage technique et voire par certains moments scientifique pour quand même pouvoir bien l'appréhender. Et puis, on n'en est pas encore à la possibilité de faire le pont vraiment efficace entre cette technique et le monde réel ou le monde business. Je parle du champ d'application, un cadre commercial, je dirais, ou industriel. Et en fait, je pense qu'on est dans une phase d'apprentissage. La grosse différence que ça a, je pense qu'avec le site Internet, l'analogie pour ce qu'elle vaut, c'est qu'en fait, il y a derrière une logique d'efficience, d'automatisation, et surtout pour en revenir au point de discussion du biais, où en fait on s'appuie quand même sur des technologies et puis des approches qui sont essentiellement issues du privé et qui viennent en gros de deux grands pôles, qui sont le pôle des États-Unis avec les GAFA, et puis du pôle chinois, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est extrêmement fort, et que l'Europe, dans ce contexte-là, on est un peu perdu, et qu'il y a des vrais enjeux, je pense, sociétals, pas sur le fait que l'IA va remplacer, mais sur le fait qu'il y a des technologies en fait, qui seront issues et qui vont devenir une architecture de beaucoup de choses, même dans la vie privée, alors qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, mais je pense qu'on y est déjà de toute manière. Et que je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation, mais qui commence dès l'école, pour que les enfants soient vraiment sensibilisés à ça, ce qui n'empêche pas nous, en fait, d'acquérir les compétences qu'il faut. Voilà. Parfait, super pertinent, merci Frédéric. Si lui, tu arrives à... Attends, je peux faire partager les résultats. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive aussi. Et je voulais revenir en fait sur la deuxième question. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Hein. Partage de résultats. Si, c'est bon. OK. Là. Non, j'ai renlevé. OK, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, j'y suis. Merci. En fait, je vois juste Yves, Alain qui me fait des oui. Parce que j'ai positionné mon écran. Donc, top. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question, en fait, quels sont les champs d'application possibles? Merde. Oh! Ok, autant pour moi, on a perdu les données, mais c'était, je me rappelle, c'est à cause de moi, pardon, aide à la décision objective ou prédictive. C'était ça, en fait, qui était ressorti le plus. Yves, t'es où? Voilà, je bouge mon écran. Qu'est-ce que ça te dit, toi, de l'IA, ça, en fait, de pouvoir avoir un outil qui permet, en fait, de mieux décider? Ça me dit que c'est juste, que c'est ce qu'on veut, en fait. Mhm. Et ça veut dire que ce que dit Catherine avant, ça veut dire qu'on place l'être humain encore au corps de la décision. Un des enjeux auxquels moi j'ai été confronté, alors je suis désolé parce que je pousse un tout petit peu le curseur dans un autre domaine, qui est le domaine des armes. Et c'est toujours intéressant de réfléchir aux armes parce que les armes, ils ont à peu près 5 à 10 ans d'avance sur nous, en fait, hein, en gros. Donc ce qui se passe dans la technologie militaire, souvent ensuite vient dans la technologie civile plus tard. C'est toujours intéressant de voir. Et un des grands enjeux, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'armes qui sont construites avec non seulement une automatisation, mais en fait, effectivement, avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Et la grande question, c'est est-ce qu'on veut garder ou pas l'être humain dans la décision de tuer? Ça paraît basique. Raconte l'exemple, tu avais pris un super exemple là, quand on s'était vu. Mais c'est une question très intéressante parce que c'est une question éthique. Ça voudrait dire que pour la première fois, l'humanité, si vous voulez, pourrait au fond déléguer à des machines la capacité au fond de pouvoir décider de tuer. Hein. Et ça devient effectivement très, très particulier parce qu'évidemment, la question que ça pose sur quelles données et quels sont évidemment les algorithmes
et qui les contrôle et qui les gère. Et aujourd'hui, il y a vraiment des débats sur ces questions-là qui sont assez fondamentales, avec un développement, et c'était très juste ce que Frédéric disait, donc ce n'est pas seulement dans la partie civile, mais dans la partie militaire, les Chinois ont énormément progressé, les Américains aussi, et le troisième pays qui avance très très vite, c'est les Israéliens sur ces questions-là. Et ça se retrouve ensuite dans tout l'écosystème, si vous voulez, de l'intelligence artificielle aussi. Et donc, au fond, si on revient l'aide à la décision, y compris quand il s'agit par exemple d'opérer ou je suis désolé de dire ça, de tuer, pour prendre un exemple de ça, ou de gérer ça, évidemment, elle est fondamentale puisqu'elle va permettre de pouvoir faire des choix justes ou pas. Et là, la question, c'est la place de l'être humain, en fait. Et on revient à ce qui s'est dit avant, l'être humain qui a une capacité de comprendre, de gérer ça, de ne pas en avoir peur, mais d'être capable de poser les bonnes questions. Et ça, c'est des questions qui sont tout à fait clés actuellement dans tout ce qui se passe dans le domaine de la sécurité. Ça évolue très, très vite. C'est un domaine où aujourd'hui, la façon de faire la guerre a beaucoup changé et où la question de la donnée et de l'intelligence artificielle et de l'automatisation et de la distance sont des questions qui sont clés et qui vont dominer notre sécurité dans les années qui viennent. Et donc, on peut reproduire en tout cas certaines de ces questions-là par rapport, si on revient à notre sondage, et oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est très juste, avec toujours la place de l'être humain. Parce que si l'être humain n'est pas dans l'équation, ça devient très problématique. Top, ouais, oui. Merci beaucoup. On avait comme troisième question, et puis je suis désolée parce que j'ai annulé les données, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bravo Valérie. Quelle serait en fait votre première étape en fait si vous deviez déployer un de ces projets, soit IA, soit Humagilité, et en fait ce qui sortait le plus, enfin ce qui était dominant comme réponse, c'était workshop, en fait, acquérir des clés et compétences au travers de workshops et formations courtes. Donc voilà, ça c'est juste pour que vous sachiez, que je puisse transmettre la réponse. Et puis, en tout cas, moi je pense que c'est essentiel qu'on se forme, que ce soit sur l'une ou l'autre, parce que je ne vois pas comment on pourrait déployer sans avoir des éclaircissements, en fait. D'ailleurs, Paola, c'est comme ça que tu le fais aussi. Enfin, ce n'est pas forcément sous forme de formation, mais en tout cas sous forme de motivation, en fait, d'éclairage et de... Ouais, je me sers des workshops où je prends tout le monde pour essayer de susciter l'envie. Et puis après, là, par exemple, je leur ai proposé des modules de formation et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Je leur ai dit, est-ce que ça couvre vos besoins? Est-ce qu'il manque quelque chose? De telle sorte à ce que quelque part, ils soient partie prenante, en fait. Ouais. Et après, il y aura effectivement des modules, mais on va les faire assez courts, genre sous forme de webinaire, où il y aura beaucoup de groupes d'échange. Enfin, c'est un petit peu les méthodes modernes, on va dire. Hein. Oui. Ouais, où ils se retrouvent entre eux, ils peuvent échanger leurs cas, ils peuvent partager leurs difficultés. Et puis, ouais, donc on va faire comme ça. C'est pragmatique. Hein. Oui, bon, c'est ce qui est. En tout cas, chez nous, en fait, parce qu'on a fait plusieurs études. Frédéric nous a préparé plusieurs études de marché qu'on a fait depuis le mois de mars, en fait, sur les besoins. Et puis on voit en fait que, en tout cas, dans la communauté large, en fait, bâtisseurs du futur, il y a ce besoin en fait de partager, d'échanger, de se nourrir des expériences des autres, en fait, de capitaliser sur le collectif, quoi. C'est ça. Hein. Donc ça, c'est top. Alors vraiment une question pour qu'après on profite de Yves. C'est comment est-ce que tout ce qu'on a discuté depuis le 6 novembre, en fait, comment ça résonne en vous, tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait par rapport à vous et votre évolution personnelle, mais aussi par rapport voilà, au champ d'application qu'il peut y avoir, soit auprès de votre entreprise ou bien des mandats que vous pouvez avoir ou avec vos clients? Comment ça, en fait, ce que vous avez vécu pendant ce mois, qu'est-ce que ça vous fait? Comment ça vibre en vous? Et puis, quand vous l'avez, je vous propose de prendre la parole. Et puis de profiter après que Yves rebondisse sur ce que vous partagez. Valérie, tu peux reposer la question? Tu sais, je suis vachement douée pour formuler des questions courtes. Comment est-ce que tout ce qu'on a vécu sur ce mois de l'entreprise du futur, que ce soit pour la dimension humaine, pour la dimension agile et pour la dimension, on va dire, intelligence artificielle, comment ça résonne en toi, pour toi personnellement ou dans le cadre de ton entreprise ou avec tes clients, ton projet?
Et puis, si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat. Sentez-vous vraiment libre. Moi, je veux bien partager avec vous un constat qui est relativement simple parce qu'il n'a pas changé depuis quelques semaines, depuis que je découvre tout le travail qui a été proposé par les ateliers du futur. La première chose, c'est que ça fait un peu de bien de ne pas se sentir trop seul. Ça veut dire que moi, il y a 12 ans, je sortais un ERP qui parlait sans le savoir d'agilité. Je passais pour un fou ou un carrément fumeur de ne sais pas quoi. Donc, ça fait plaisir de voir d'abord que, ben oui, on est nombreux à être attentifs à ces points de vue. Alors, je ne sais pas si c'est les bons ou pas, mais en tout cas, je sais que voilà, la bonne nouvelle, c'est que moi, ça fait 10 ans que je constate que je passe de moins en moins pour un fou, ça rassure. Ben, pas toujours, mais dans la plupart des cas. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je pense que de travailler sur ce sujet, où on a dit que les changements prennent du temps, ben, je pense que travailler sur ce sujet va prendre du temps. Et moi, le premier, comme nous tous ici, je crois qu'on doit reconsidérer notre contribution stratégique au changement. C'est-à-dire, avant de parler de l'état désiré ou de ce qu'on aimerait faire plus tard, que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour un management coopératif, tout ce qu'on veut mettre comme terminologie, je dirais, très actif ces temps, moi, de plus en plus, je me rends compte qu'on doit neutraliser ou générer des causes qui vont nous permettre d'avoir ces symptômes, c'est-à-dire un public qui écoute, qui entend, et qui va vers ces solutions-là. Parce que je pense que si on pousse trop, parce que je pense qu'on est beaucoup en train de pousser aujourd'hui, il y a tous les 15 ans, on explique au marché, vous faites faux, il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça, parce que les temps ont changé. Je n'ai pas été toujours impressionné de l'efficacité de cette stratégie. Donc, je pense aujourd'hui, on doit donner accès à nos interlocuteurs à des outils qui fonctionnent pour qu'ils vivent l'expérience du coopératif, des valeurs, de que sais-je. J'ai l'impression qu'on veut un petit peu trop encore expliquer aux gens pourquoi c'est important de mettre du sens. Soit ils l'ont, soit ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas, il reste que l'expérience. Ça, c'est ma conclusion de tous ces échanges et ça confirme en plus ma démarche de fournir des outils qui permettent de vivre l'expérience. Puis on n'explique pas forcément tout ce qu'on fait dans l'outil et tout à quoi ça sert. Mais je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, en tout cas, dans l'état actuel de la capacité du manager lambda à reconsidérer ses habitudes. Moi, ça m'intéresserait bien de rebondir sur ce que vous venez de dire, Alain. Ce n'est pas forcément lié au séminaire qu'on a eu pendant ce dernier mois, mais moi, je me pose la question par rapport aussi au sens. Je suis dans une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont des gens de terrain, qui vont poser des câbles et qui ont l'air d'être des gens heureux. Moi, je les compare un peu à Obélix. Je me dis, Obélix, il se lève le matin, il va tailler son menhir, il va se taper un ou deux romains, il va chercher un sanglier, il va se le cuire, il est juste content. Et je me dis, est-ce qu'on doit absolument… Et il ne se lève pas le matin en se disant quel est le sens de tout ça. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment, justement, quand on va travailler sur cette question du sens, ça marche pour certaines personnes, et est-ce qu'on doit imposer cette démarche à toute une organisation quand il y a des gens qui sont vraiment peut-être… qui n'ont pas besoin forcément de ça. Et je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas si quelqu'un… Si je peux très rapidement te proposer une perception à ce sujet. Moi, les outils que je peux développer, et sans jugement de valeur, mais j'adore les tester dans un brevet fédéral de boucher ou dans un CFC de monteur en échafaudage, parce que sans jugement de valeur, je m'adresse justement à des gens qui, dans leur vision de leur monde parfait, sont heureux. C'est-à-dire que ils fonctionnent dans leurs valeurs. Il n'y a pas plus cohérent et plus authentique que ça. Donc, je pense qu'au contraire, c'est plutôt inspirant d'aller chercher comment ils font pour être heureux. Parce que moi, quand je vois des gens qui bossent dans des métiers extrêmement difficiles et qui sont heureux de le faire, je me dis, ils sont très forts quand même. Parce que moi, j'ai tous les outils pour expliquer plein de choses, mais je ne suis pas sûr que j'arrive à un état de bonheur pareil. Donc, non, on ne doit pas imposer aux gens d'intellectualiser tout. Par contre, oui, on doit restimuler les facteurs de motivation authentique d'un humain. Point barre, ce que disait Yves tout à l'heure. On doit revenir à la conscience qu'il y a un humain qui a des capacités et des potentiels, puis arrêter de vouloir les formater. Alors là, je te rejoins, Paola. Il ne faut pas faire la même chose que le management des objectifs il y a 30 ans. Oui, et puis Paola, si je peux me permettre, ça s'appelle, si tu as lu le livre Csikszentmihalyi, Le Flow, si tu lis ce livre, je pense que ça explique très, très bien. Donc, c'est un monsieur qui fait du montage de montres toute la journée et qui explique que lui, l'important, c'est d'être dans le flow. Le flow, c'est l'instant présent, c'est dans la présence et pas dans l'identification à la forme.
Et c'est un livre qui m'avait beaucoup fait réfléchir il y a une quinzaine d'années et je trouve qu'il devient encore plus important dans ces moments de Covid. Ouais, moi je me dis, c'est comme disait aussi Alain, tu vois, c'est si ces gens ils sont heureux, attends, on va pas les. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller les envoyer les embarquer dans un truc. Enfin, je sais pas. Là, il y a un problème de légitimité, un truc à discuter avec la direction en leur disant, écoutez, qu'est-ce qu'on va aller. C'est parce qu'il y a encore des gens qui veulent avoir raison pour l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ça, c'est le propre de l'humain. Je vois des beaux sourires, je vois des têtes qui acquiescent. Et puis, quelqu'un d'autre qui ressent envie de partager son expérience du moment ou du mois dans toute sa globalité. Moi, j'ai envie de partager parce que j'ai fini le travail avec Nathalie Lepelletier qui a intervenu aussi, donc forcément conférencière, et sans raconter ma vie. Mais c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est ce flow, cet instant présent, être dans la présence, sans identification à la forme que nous ne sommes pas à terme. Donc, cette croyance qu'on est tout puissant alors qu'on n'est rien, et cette incroyance qu'on n'est rien mais qu'on est tout puissant. En fait, si on est capable d'être dans notre présence et dans notre propre couleur, j'ai vraiment le sentiment que c'est que comme ça qu'on peut vivre notre vie, sans essayer d'aller comparer l'autre, mais lui, il aurait dû, il faudrait que, on n'en sait rien. Et plus j'avance dans cette période de Covid, avec 4 enfants, avec une entreprise, avec une start-up que je lance, plus en fait, juste donner cette confiance à l'instant et de notre présence au calme, même si je suis quelqu'un de super speed, de trouver ce calme pour arriver à arrêter de se comparer à tout le monde, quoi. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, tous ces échanges, pour me dire, mais je suis Caroline, et il y a ceux qui m'aimeront, ceux qui ne m'aimeront pas, mais je serai Caroline, envers et contre tout, sans persuader les autres que j'ai raison, que j'ai tort. Voilà. Ouais, puis se comparer, je suis d'accord, se comparer, et puis juste aussi laisser l'autre être l'autre, sans vouloir absolument le changer, parce que je trouve que c'est très prétentieux, en fait, finalement. Exactement. C'est la position du sauveur. Hein. Ouais. Isabelle dit oui. Du coup, moi, je voudrais bien rebondir là-dessus, Caroline. Moi, ça m'a marqué aujourd'hui la prise de conscience qu'on voudrait effectivement que tout change tout de suite, mais qu'en fait, la force du collectif, elle ne passera que par la guérison de l'individuel. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin d'apaiser chacun avant de pouvoir tous travailler ensemble pour faire quelque chose de grandiose. Et il faut en passer par là, j'ai l'impression. ça prendra un peu de temps. Ouais, bon, je te rejoins alors. Je crois que moi, j'en ai marre du développement personnel, et je le dis beaucoup. Revenons à l'appurement personnel, revenons à qui on est, et laissant les autres être qui ils sont, comme dit Paola. Et puis pour finir, chacun a raison dans son monde. Hein. Et c'est tout le but de mon travail, c'est de comprendre quand quelqu'un, je ne comprends pas sa réalité, c'est essayer de la comprendre, mais je ne la connaîtrai pas. Qu'est-ce que ça te fait, Yves, toi, ces réflexions, ces échanges? Ça me parle, puis en même temps, je suis obligé de réfléchir à où est-ce que je suis actuellement. Je suis aux États-Unis. Il ne faut pas que je bois tout à travers ça, mais je pense qu'aux États-Unis, en tout cas, il y a des parties du pays où les gens ne reconnaissent plus l'autre. Où simplement l'autre n'existe plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de se projeter par rapport à l'autre. Et là, ça m'inquiète beaucoup. J'essaie, moi, toujours quand même de réfléchir au collectif, comment il fonctionne, et je vous entends beaucoup par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le collectif, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les Obélix de Paola puissent aient de la place et puis qu'on les reconnaisse tels qu'ils sont. Et moi, j'ai du souci dans des sociétés où tout à coup, les tensions, les fragmentations qui étaient existantes, hein, soyons clairs, en particulier en termes des questions économiques et raciales, elles deviennent tellement fortes que les gens n'ont plus envie de faire l'effort de simplement discuter avec l'autre. Et n'ont même plus envie de savoir ce que fait l'autre. Ça m'interpelle beaucoup. Et puis, c'est quand même un environnement où l'efficience et un capitalisme quand même assez agressif a beaucoup fatigué les gens, quoi. Les gens sont fatigués, les gens ont peur, les gens ont la peur de se projeter. Donc, ouais, je pense que notre réflexion, votre réflexion, elle est totalement critique. J'ai tendance à penser qu'il y a déjà dans les endroits où c'est presque trop tard. Donc, on va avoir… faut qu'on profite de le faire, quoi, ici, vraiment, parce qu'il y a des endroits où j'ai l'impression que ça va être compliqué de retravailler, ou alors le travail va devoir passer d'abord par un choc plus grand encore. Et c'est peut-être ce qu'on va vivre. Hein. Peut-être que nous, en Suisse, on a cette chance de vivre quand même un environnement social et économique qui est relativement, je fais attention au mot que j'utilise, mais relativement, disons, décent, même s'il y a des gens qui souffrent. Ici, aux États-Unis, il y a quelques années d'avance sur nous par rapport à ça. Le contrat social a beaucoup évolué, il est très dur.
Et donc, pour pouvoir remettre du collectif, il va falloir qu'on passe par sans doute une crise encore plus grande. Ça, c'est quand même assez inquiétant. Hein. C'est ce que je perçois, moi, en tout cas. Merci. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai coupé tout à l'heure, excuse. Oui, c'est pas grave. Il y a souvent cette notion du temps, ça va prendre du temps, ça va mettre du temps à changer. Et je pensais aussi un peu notre réflexion dans l'ancien paradigme, donc tout ce qui a toujours pris du temps. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans cette nouvelle paradigme, peut-être ça ne sera plus comme on l'a vécu jusqu'à maintenant, parce que l'énergie, elle s'accélère. Et bien sûr, je suis d'accord avec Yves qu'il y a peut-être des pays entiers ou des gens qui ne vont pas tout de suite accélérer, mais juste le fait qu'on soit tous ici ensemble, ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts à accélérer et puis à aller vite. Donc, je pense qu'il faut lâcher un peu cette idée, ça va prendre du temps. Parce que si on voit au niveau de la technologie, par exemple, eh bien, d'ici 5 ans, on aura des voitures qui conduisent sans conducteur. Et plein de choses comme ça. Donc, peut-être réfléchir à cette notion du temps. Merci. Pour refaire le... Valérie, je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Moi, j'aime beaucoup ce qui vient de se partager parce que c'est vrai que je pense que dans toute l'histoire de l'humanité et du développement de l'humanité, il y a toujours des courants parallèles qui coexistent et qui cohabitent en même temps avec des énergies, comment dire, plus lentes, plus lourdes, d'autres, un mix un peu des deux, puis quelque chose de beaucoup plus fluide. Et je pense qu'effectivement, on va devoir être amené à laisser. Et s'il y a plein d'initiatives qui montrent qu'il y a déjà une partie de nous qui a complètement laissé tomber la relation au temps, la relation à ce qui doit changer, à toujours cette notion d'aller chercher quelque chose qui est extérieur à nous, cette espèce de projection, mais en fait qui nous empêche complètement d'agir depuis cette conscience qu'on a, cet intérieur finalement. Et quand on est dans cet intérieur, quand les systèmes sont comment dire, animés de l'intérieur, il n'y a pas de question. Et on fait les choses. Et on retrouve les copains d'Obélix qui font les choses. Parce que quand on fait, on est aussi complètement, on est dans le temps présent. Et on ne vient pas questionner qu'est-ce que tu fais. Je suis juste en train de faire mon truc et c'est juste génialement cool. Et pour moi, voilà, ça me plaît de me dire qu'aujourd'hui, les entreprises, les systèmes sont encore des endroits où l'amour circule difficilement, mais je n'ai pas de doute qu'il y a plein d'individus et de systèmes où ça va vraiment swinger dans un moment et on va changer complètement. Ce n'est pas qu'on va changer les choses, c'est qu'on va s'observer en train de vivre le changement. Pour moi, c'est une très grande différence, ça. On va cesser de vouloir changer. Okay? Et on va vivre un autre paradigme. Et il y a plein de gens, plein de systèmes où c'est déjà fourmillant, on sent que c'est là. Et je trouve génial parce que, bien sûr, moi, je suis du côté, entre guillemets, plus humain, mais enfin, ça ne veut rien dire du côté humain, parce que toute la création de l'humain est de l'humain quelque part. Et dans ce système aussi d'intelligence artificielle, pour moi, c'est important de distiller de l'amour dans tous ces systèmes-là, qui sont véritablement au service de l'homme. Mais encore faut-il savoir, quand nous, on fait quelque chose, à partir de où on le fait. Okay. On le fait à partir de nos peurs, de nos angoisses, de nos trucs, ou on le fait à partir de cet espace où tout est véritablement possible et qui englobe le tout et tout le monde. Merci Anouk, beaucoup. Yves, moi j'aimerais bien t'entendre sur ta vision du monde. Qu'est-ce que tu as envie de toi? Qu'est-ce que tu sens qui pourrait émerger dans les années à venir et, par rapport à ton vécu et à ta propre perception, hein. Je vais être assez humble parce que ma vision du monde, ça fait un peu lourd comme ça, mais de ce que je perçois. Moi, je perçois plusieurs choses. La première, c'est que je dois vous dire, j'ai trois filles qui me sont très chères,
qui ont une vingtaine d'années. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai vraiment pensé que j'étais là, que nous étions là pour les accompagner, au fond, dans ce que je percevais moi, allait être un monde difficile, compliqué pour elles. Et que ma vision était vraiment que le choc allait se passer après. Et en fait, il y a quelques années, tout à coup, ça a été extrêmement clair. J'ai compris qu'en fait, le choc va se passer maintenant. Et qu'en fait, on va vivre 5, 10, 15 ans devant nous, là, où je vais vivre avec mes filles, elles indépendantes, mais dans cette période de temps, un changement assez radical. Et puis, je pense qu'on le perçoit. Alors, les astrologues diraient c'est le fameux passage du poisson, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Hein. On sait que ça va se stabiliser. Il y a un passage de 20 ans. D'autres feraient des analyses assez intéressantes par rapport à ça, mais je sens très profondément, et ça m'occupe depuis un moment, qu'on est en train de vivre une période où notre planète et nous sur notre planète allons vivre un changement totalement définitif en fait, ou en tout cas qui va être, c'est pas juste un petit moment dans l'histoire, je pense un moment particulier, je sens ça profondément, donc ça m'occupe et ça me préoccupe si on peut dire ça comme ça. Et donc, je trouve que nos réflexions, vos réflexions sur le collectif, sur notre contribution individuelle au collectif, sur la façon qu'on a ou pas d'appréhender le changement, me paraît absolument, et sur l'entreprise donc du futur, me paraît totalement pertinent, quoi, extrêmement pertinent. Il y a un petit sens chez moi d'urgence, pas d'urgence par rapport au temps, mais d'urgence de pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'imprégner de ces questions-là, de les aborder, de se préparer à ces questions-là. Et pour moi, ça, c'est quand même un des enjeux qui me paraît le plus clair. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles j'ai le plus de soucis actuellement. Ce que je vois, c'est que je vois quand même, et je pense que la question du Covid, on va maintenant vivre une phase 2 ou 3, je ne sais pas très bien, je ne parle pas maintenant de la vague, je parle de la phase sociale et de l'impact social et politique de Covid. Ça va être massif, c'est massif aujourd'hui déjà. Et on va devoir gérer cette dynamique-là compliquée. Et au fond, on va avoir beaucoup de gens qui vont être dans le besoin d'être rassurés, voire dans l'envie de pas de changement. Or, c'est justement une période où il faudrait que les gens puissent se sentir suffisamment libres pour pouvoir être fragiles, en fait. Il faut être pas mal libre pour pouvoir accepter de la fragilité. Je t'entendais, Caroline, j'étais très impressionné par ta réflexion sur où tu es, qu'est-ce que tu fais. Et au fond, je sens aussi une certaine liberté. Il faut être libre pour pouvoir prendre le genre de risque que tu prends. Et je sens qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'institutions que je connais bien, je les sens en phase de survie, en fait. Et souvent, en survie, c'est une petite tendance à être restreint avant de se laisser aller, quoi. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion et donc vos réflexions vont être essentielles, quoi, dans cette période-là. Et je pense qu'il y a un enjeu de ne pas se fatiguer par rapport à ça et d'accepter que cette période-là va être compliquée. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du nous. C'est qui est nous ou qui sommes-nous? Pas tellement en termes d'identité, mais comment le nous il se constitue. Et on en parlait tout au début avec quelques-uns au début de ce moment-là. Ce qui me frappe beaucoup avec aujourd'hui les politiciens et les leaders qui ont du succès, parce que ce n'est pas que les politiciens, hein, les leaders religieux par exemple ont beaucoup de succès, c'est ceux qui définissent le nous de façon la plus claire possible. Hein. Et souvent, la définition du nous est un nous qui exclut des gens. Hein. Là où Trump ou Bolsonaro, par exemple, mais aussi les leaders religieux, des chrétiens conservateurs, mais aussi, par exemple, musulmans conservateurs du djihadisme, tout leur langage est constamment autour d'une définition extrêmement stricte du nous. Et en fait, on exclut des gens. Donc, il y a toute une explication. Le groupe islamique, par exemple, dans sa réflexion, est très proche, fais attention à ce que je dis évidemment, à un vocabulaire que Bolsonaro, par exemple, utilise. C'est très paradoxal, ils viennent d'angles totalement différents, mais ils sont constamment en train de définir qui n'est pas nous. Pas les femmes, pas les homosexuels. Hein, donc, c'est très intéressant d'entendre cette logique. Pas les migrants, évidemment. Et puis, pas les infidèles. C'est très intéressant à observer et c'est très puissant. Et j'observe aussi avec une certaine consternation leur capacité, au fond, à ces gens de dominer, au fond, aujourd'hui, notre système de communication. Ceux qui sont les plus extrêmes, ceux qui savent le mieux exprimer avec le plus de dureté, finalement, et parfois le plus de violence,
cette définition du nous ou ce rejet de l'autre, c'est ceux qui dominent actuellement les médias sociaux et c'est ceux qui dominent actuellement la communication. Et c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, quoi. Comment se fait-il que le message au fond de paix, le message de collectif, le message de douceur, le message d'alignement, de lien sont les messages qu'on entend le moins? Ou disons, on les entend, ils sont là nombreux, mais ce n'est pas ceux qui résonnent aujourd'hui. Et ça m'interpelle pas mal. Et là, c'est une des choses sur lesquelles on va devoir travailler ensemble, collectivement, à la fois comme individus, dans nos espaces à nous, et sans doute comme citoyens, quoi, et citoyennes. Ça me paraît un des éléments clés. Parce que ça va se jouer. Dans cette période-là, on va vivre beaucoup ça. Donc, on va avoir une période où il y a une espèce de prime à ceux qui sont les plus agressifs, à ceux qui définissent le nous de façon la plus restreinte. Et en fait, il va falloir qu'on réétablisse, je pense, un espace pour parler du collectif, parler du lien. Et j'espère juste qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand crash pour le faire, quoi. Ça, à voir, quoi. À voir. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous à ce stade-là. Sinon, je suis assez optimiste dans 10 ans. On peut dire ça comme ça, hein, mais par contre, 0 à 10, waouh, ça va swinguer, quoi. Et ça, vous le sentez bien, on le sent tous, on le sent ça au niveau des entreprises, on le sent dans notre collectif, on le sent dans nos systèmes politiques, on le sent dans la difficulté de créer du consensus, on le sent dans le fait que les gens sont fatigués des autres et d'eux-mêmes. Et là, il y a un gros travail à faire. Et je ne sens pas encore automatiquement, disons, formulons ça comme ça. Peut-être mon dernier point, c'est un point à la fois d'espoir et de perplexité. Je ne sens plus le modèle classique où on espère qu'on a un Nelson Mandela, pour prendre une figure qui est remarquable, une espèce de leader qui émerge et qui nous dit ce qu'il faut faire, et on le suit et il nous inspire, il ou elle nous inspire. Je pense que ce modèle-là est fini et que ce qu'on a vécu ces 10 dernières années déjà, regardez les plus grandes révolutions, aucune d'entre elles d'ailleurs n'a marché, mais ce n'est pas grave, celles qui ont démarré, ça a démarré au Moyen-Orient par exemple en 2011, on a vu ça aussi par rapport aux questions du climat, c'est des révolutions qui démarrent sans leader. C'est des révolutions qui démarrent avec des gens qui se réunissent et qui mobilisent de façon étonnante d'ailleurs. Par contre, c'est des révolutions qui n'arrivent jamais à passer au stade 2, c'est-à-dire au stade de réalisation, de recréer un nouvel espace. Mais il y a quand même quelque chose dans la capacité de mobiliser les gens aujourd'hui sur les enjeux qui les préoccupent. Et je pense que je sens ça. Je pense que l'enjeu qu'on va dans les 10 ans qui viennent, c'est au-delà de se mobiliser, de critiquer, de faire, ça va être de comment est-ce qu'on réalise ensemble, comment on crée du collectif. Et ça passera pas par un système qu'on connaît, hiérarchique, top-down. Ça passera sans aucun doute par, au fond, un système plus horizontal. Et on voit bien. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire au niveau politique. Je pense que ça veut dire peut-être que il y a des espaces politiques différents, qu'on va voir se recréer des espaces qu'on perçoit déjà aujourd'hui, mais où des solutions vont se créer dans des espaces peut-être un peu plus petits, genre les villes par exemple, comme espace politique, ou les régions peut-être, plutôt que les nations. Et ça passe sans doute par rapport aussi à notre capacité à nous à créer du collectif et à repenser un nous qui est plus général. Puis j'ai vraiment un tout dernier point, ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit au début. Il me semble que quelqu'un disait, je ne sais plus, on peut se connecter, on peut travailler ensemble, on peut être horizontal, on peut être agile, si les règles du jeu sont claires. Et pas les règlements, hein. Les règles du jeu sont claires. Et je pense que c'est ce qui manque actuellement dans une société. Je pense à la question migratoire, par exemple. Une des choses qui m'a le plus frappé depuis toutes ces années sur la question migratoire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune discussion sur les règles du jeu, collectivement, entre nous. Objectivement, la migration est un enjeu à la fois pour les migrants et pour les gens et les sociétés qui reçoivent les migrants, soyons francs, depuis toujours. Ça a toujours été compliqué, ça a toujours été un défi, ça a toujours été compliqué. Et en fait, aujourd'hui, notre espace politique, social, psychologique, il est plus sur une question de comment est-ce qu'on contient le problème hors de chez moi, hors de mon espace. On pourrait imaginer, sans être du tout naïf, qu'on ait une vraie discussion collective sur quelles sont les règles du jeu. On a besoin de quoi? Quels sont les migrants qu'on est prêt à accepter? Il faut se poser la question. Et puis, c'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'on aimerait qui s'appliquent? Il y a vraiment des choses assez de base. Pour prendre un exemple compliqué d'un problème très compliqué qui nous bloque,
sur lesquels on pourrait libérer sans doute un discours différent, y compris un discours, je dirais, mûr, complexe, où on peut tester des choses ensemble pour trouver des solutions qui nous obligeraient ensuite à avancer. Et j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas prêt à avoir ce genre de discussion difficile, à la fois dans nos familles, dans nos entreprises et peut-être au niveau d'une société, ça va être compliqué. C'est peut-être une des choses sur lesquelles on pourrait nous contribuer sans doute comme individu et vous comme leader pour permettre d'avoir ces discussions-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Intéressant. Merci beaucoup, Yves. Anouk, tu voulais rebondir Ouais, à un moment donné. oui, j'avais envie de rebondir parce que c'est intéressant ce qui s'échange. Et pour moi, ce qui me paraît, enfin, en tout cas, ce qu'il vient de partager et qui a suscité une réflexion chez moi, c'est que pour moi, il ne peut pas y avoir de collectif ou de nous qui intègre de l'exclusion. Et aujourd'hui, on voit les migrants sous forme, mais on voit les franges islamiques sous des problèmes à gérer. Et pour moi, c'est le résultat de notre société du nous qui exclut des parties de nous, justement. Et tant qu'on est dans cette vision où on exclut les gens, et puis bien sûr que c'est après des espèces de, comment dire, de petites enclaves qui sont récupérées par de la peur, etc. Mais pour moi, ça me paraît essentiel, comment dire, de pouvoir complètement inclure sur tous les plans de la société, que ce soit en politique où on voit comment dire, des partis intégristes qui surgissent partout autour de la planète, c'est des gens qui ne se sentent pas inclus. Il y a quelque chose où ils n'ont pas la place dans cette société, où on leur fait sentir ça. Et pour moi, il y a vraiment aussi une question qui tourne autour de comment, en termes bien sûr d'individus, mais comment en termes de système, de fonctionnement, je viens, comment dire, réintégrer ce que je cherche de maintenir à l'écart de moi. Et ça se fait jamais, ça peut pas se faire au détriment de quelqu'un, de communauté, quelle qu'elle soit. Ça peut pas se faire au détriment d'eux. Si on veut du nous, du collectif, c'est avec. Alors, je ne sais pas si ça apporte des réponses concrètes, mais c'est en tout cas la réflexion que ça suscitait chez moi. Oui. Merci beaucoup pour ton partage. Malheureusement, enfin, on arrive au terme de... On pourrait continuer des heures, je pense. Hein. C'est très, j'aime beaucoup, c'est très philosophique, c'est vraiment passionnant. Donc, nous sommes au terme de cette cérémonie de clôture, comme on l'a appelée. Moi, je vous propose, on a dans les bâtisseurs du futur, on a un rituel en fait qui est de clôturer les sessions par 3 mots. Alors, comme on est court dans le temps, je vous propose de marquer les 3 mots que vous retenez alors des mots, hein, pas des phrases, des mots quoi. Les mots que vous retenez de cet après-midi, partagez ensemble. Yves, pour ton début de matinée. Quels sont les 3 mots qui vous ont marqué? Et puis, mettez-les dans le chat. Et ce qu'on fera, en fait, c'est de... Ah, c'est beau. Moi, voilà, je me fais avoir par le chat qui s'affiche. Et puis, ce qu'on fera, en fait, c'est que je construirai un nuage de mots, puis je le partagerai. Enfin, on le partagera après sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on prendra un outil après pour construire un nuage. Mais comme ça, vous pouvez... Voilà, partagez votre ressenti là, maintenant, et puis on l'emportera avec nous après. Je suis très contente, en fait, je pense que tous les bâtisseurs, on est contents d'arriver au bout du mois de l'entreprise du futur. On a pu rebondir sur, réagir, rebondir sur notre journée qui s'est transformée en un mois qui était plus ou moins long et passionnant et plein de rebondissements confrontés justement à l'entreprise du futur. Et donc, c'était vraiment chouette pour nous, une belle expérience et vraiment riche, vraiment très riche. Et ce que je veux encore partager avec vous, c'est qu'on continue de rebondir. Donc, Catherine animera un atelier sur l'intelligence artificielle début d'année. On reviendra vers vous si vous êtes intéressés. Enfin, voilà, on vous informera de la date, du contenu exact. Et puis, on aura encore des sessions d'échange, probablement, enfin très certainement avec Valérie Bowens qui nous a proposé en fait de faire des moments de partage. Nous, on doit décider au sein du comité quand c'est qu'on planifie tout ça, comment on s'organise pour la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes abonné à la newsletter, vous recevrez les informations. Donc, je vous encourage à vous abonner. Si vous allez sur le site internet, en pied de page, il y a le lien
sur la newsletter. Et puis normalement, si vous avez déjà reçu les liens pour accéder aujourd'hui, en principe, donc ça veut dire que vous êtes dedans, quoi. Donc voilà. Et évidemment, bienvenue pour la suite. J'adore. Merci pour le petit cœur, Anouk. C'était vraiment chouette de t'avoir un moment avec nous. Et merci beaucoup, Yves, d'avoir pris ce moment, 2 heures pour nous, plus tous les moments d'échange et de préparation. Et puis, pour ta contribution, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment chouette, quoi. Et puis, évidemment, merci à toutes les personnes qui ont contribué pour faire que ce mois soit riche, passionnant, instructif, nourrissant. Et voilà, donc aussi bien les intervenants des ateliers que de la table ronde, que des conférences le 6 novembre. Et puis, évidemment, à toutes les personnes qui ont été présentes et qui ont participé, qui ont donné leurs inputs, leur énergie. Et ouais, c'était vraiment cool. Merci d'avoir été là. On vous envoie, je pense, semaine prochaine ou d'ici 10 jours, pas que je sois toujours trop optimiste sur les délais, un rapport écrit avec la synthèse de tout ça. On essaie de compiler quelque chose de vraiment cool, utile, pertinent sur la synthèse de ce mois que vous pourrez bien sûr partager, utiliser dans vos jobs respectifs. Voilà. Alors, je pense qu'on peut se dire au revoir. Du coup, c'est horrible, j'aime pas dire au revoir. Alors, au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Prenez soin. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci à tout le monde.